Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Château de Franz Kafka. Nous en arrivons à l'épisode 4. Et ce soir, nous ne lirons pas 2 chapitres comme nous avons fait jusqu'à présent, puisque les chapitres ce soir seront un petit peu plus courts. Du coup, on va pousser jusqu'à 3, voire peut-être 4 chapitres selon mon état de fatigue. Et surtout l'état de fatigue de mes cordes vocales. Mais voilà, ce soir on va avoir un petit peu plus de chapitres, donc on peut espérer une évolution de l'histoire un petit peu plus significative que les fois passées, même si la dernière fois on commençait quand même à entrer dans quelque chose d'un peu plus concret, etc. Enfin bref, nous en parlerons tout à l'heure. Comme d'habitude, on commence avec une petite intro de 10, 15, 20 minutes. Le temps de laisser le temps aux gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live d'arriver. Et si vous nous regardez sur YouTube, je vous inviterai du coup à regarder dans la description de la vidéo où des timecodes se trouvent pour vous permettre de passer cette introduction, de passer éventuellement les pauses que je vais effectuer dans le live. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre jacasser dans l'intro, je parle plutôt de mes projets, où je dialogue un petit peu avec le chat, et après dans les pauses, je vais continuer à dialoguer avec le chat et parler plutôt de la lecture, et un petit peu de mon ressenti à chaud de ce que je viens de lire. Si tout cela, ça vous intéresse pas, vous pouvez passer directement grâce à ces timecodes. Voili, voilou. On va se lancer tout d'abord donc dans une petite intro assez courte parce que j'ai pas forcément grand. Ouais, ce soir je suis pas très inspiré. J'ai pas forcément grand chose dont j'ai envie de m'entretenir avec vous. Donc je pense qu'on va passer assez rapidement sur la lecture ce soir. Mais je vous invite tout d'abord à vous installer bien tranquillement, bien confortablement. Et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous, chers amis. Miam, 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 miam. Et en vérité, ouais, c'est vrai que maintenant que je fais la réflexion, j'ai pas forcément de sujet de conversation pour cette intro. Je peux juste dire que là, ça y est, je commence à vraiment. Enfin, j'ai l'impression de savoir vraiment reprendre la routine. Et je me suis fait une réflexion marrante, si on peut dire, plutôt dans la journée. C'est que je me suis dit, putain, en fait, d'avoir fait une sorte de marathon 13 jours, 13 lives début décembre. Et bah, le fait voilà, d'avoir eu ce rythme hyper soutenu, disons, et aujourd'hui reprendre avec le rythme habituel qui est plus léger, grosso modo, bah, ça fait du 3 à 4 lives par semaine, hein. Sachant que bah, par exemple mercredi, là j'ai live deux fois. Donc en fait de passer de 7 lives par semaine à 3-4 lives par semaine, et ben c'est marrant parce qu'il y a une sorte de sentiment de tiens, j'ai le temps. et, euh, et du coup c'est vraiment cool. Enfin, psychologiquement, je trouve ce déblocage entre guillemets vachement cool parce que du coup, avec ma personnalité du moins, ça tend à me faire dire putain, j'ai le temps de faire d'autres choses et du coup, j'ai envie d'employer ce temps que j'ai eu l'impression de débloquer alors qu'en fait, je l'ai depuis toujours. Bon, après, je l'utilisais aussi pour d'autres projets déjà, mais je veux dire, là, je sais pas, spécifiquement là, ça a fait une sorte de petit déclic de passer voilà, d'un rythme soutenu à un rythme un peu plus léger, où je me suis dit que ouais, j'avais envie de taffer sur beaucoup de projets. De toute manière, c'est un peu le but cette année. J'ai vraiment envie de taffer la musique énormément. J'aimerais beaucoup avancer sur mon album. J'aimerais bien sortir plusieurs chansons pour mon album, si possible, les finir toutes. Donc ouais, ça, je reprends ma routine de guitare, de basse, de chant, de batterie. Je m'y remets petit à petit, ça commence à revenir, je commence à rechoper quelques automatismes, etc. Et même par exemple des lives Twitch Things pour lesquels au début j'étais pas hyper chaud, eh bien le premier s'est bien passé et visiblement vous a plu. Et maintenant, ça me trotte en tête où je me dis ah ça serait bien que je le refasse, hein. Donc franchement, enfin c'est tout aussi con que ça, mais parfois il faut juste faire les choses une fois, oser se lancer, et puis ça fait des mini déclics. Et c'est vrai que Twitch Things, je me suis un petit peu poussé au cul pour y aller, parce que ouais, je sais pas trop, je savais pas trop si ça me plairait, tout ça, tout ça. Puis
Et au final, bah maintenant, ça me donne grave envie. Donc je pense que je vais faire un peu la même chose de manière générale sur plein de projets. C'est un peu la mentalité. En fait, c'est ça le truc, c'est que je considère que j'ai toujours eu cette mentalité de vouloir faire les choses, etc. Mais après, c'est pas parce que tu veux faire les choses que ça se met en place. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il faut des déclics, je trouve qu'il faut des événements, entre guillemets, enfin, je sais pas. C'est très particulier, hein, la motivation, etc. De toute manière, on a tous des mécanismes très différents sur ces plans-là, je pense. Mais en tout cas, en ce moment, je me sens plutôt chaud à faire tout un tas de choses. Et j'ai envie de pousser un max mes projets. Par exemple, un truc à la con, mais pareil, je me suis dit, ça fait hyper longtemps que j'ai le projet de faire des lives de mini-concerts, et en fait, ces mini-concerts, je leur donne des thématiques. Le premier mini-concert que j'aimerais vous proposer à la guitare acoustique et au chant, ça serait un mini-concert avec des groupes que j'aime. Donc voilà, le thème pour le coup, il serait vraiment basique, ça serait vraiment mes groupes préférés, entre guillemets. Et en fait, il y avait une chanson notamment où j'étais vraiment, enfin c'était vraiment laborieux, j'avais vraiment du mal parce que voilà, la guitare j'ai commencé ça assez récemment, hein, ça fait pas longtemps, ça doit faire 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Euh, et il y a une chanson notamment où en fait, à chaque fois que je répétais pour ces mini-concerts, j'arrivais à cette chanson et dans ma tête, en fait, presque inconsciemment, je me disais, ouais, mais cette chanson, de toute façon, j'arriverai jamais à la faire. Sauf que du coup, implicitement, c'est comme si mon cerveau se disait, bah de toute manière, tu vas jamais les faire les concerts en live. Enfin, je sais pas. Je sais que j'ai envie de les faire, je prévois de les faire, etc. Mais le fait de se dire, ouais, cette chanson-là, j'arriverai jamais à la faire, c'est un peu déjà abandonné et un peu déjà dire, ouais, bah les mini-concerts en live, je les ferai jamais. Et du coup, ça m'est venu de plus en plus au fur et à mesure du temps de me dire, bah, change de chanson, et en même temps, j'étais en mode, ouais, mais là, j'aime bien la setlist, comment je l'ai arrangée, ça a du sens que les chansons se suivent dans cet ordre, et puis je trouve que, en plus, c'était la dernière chanson du set, et je trouvais qu'elle rendait bien en dernière chanson, quoi, qu'elle explosait un petit peu la fin, que ça faisait une fin en apothéose. Donc du coup, ça me chagrinait entre guillemets de le changer, et puis il y avait un petit peu aussi un truc de défi, quoi, un truc de se dire bah non, je vais la taffer à fond, je vais la taffer à fond et je vais réussir à la faire, et puis quand je le ferai je serai content, etc. Sauf qu'en fait bah ça prend du temps, ça prend des semaines, des mois, des années même que j'en parle. Euh, et, euh, et en fait je me dis bah nique sa mère, ça te bloque peut-être psychologiquement, peut-être inconsciemment. Et depuis hier, bah en fait voilà, disons c'est plutôt arrivé dans l'autre sens. C'est-à-dire que hier je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais jouer à la place? Ah tiens, c'est vrai que ce groupe-là, en fait, je pourrais considérer que c'est l'un de mes groupes favoris. Ah tiens, cette chanson-là, je l'aime beaucoup, est-ce qu'il y a moyen que je l'apprenne, etc., etc. Et au final, ce matin, je me suis levé, première chose que j'ai fait, c'est essayer d'apprendre la chanson, me dire, bon, ok, c'est jouable, c'est faisable. Est-ce que ça remplace la chanson que j'avais du mal à faire parfaitement dans la setlist, etc. Ça a plutôt l'effet escompté, etc., etc. Et du coup, ben, je dis pas que les lives de concert vont arriver la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que ça m'a un peu débloqué. J'ai l'impression que d'un seul coup, j'ai passé une étape, entre guillemets, où je me suis dit, bah ok, prends conscience que la musique que tu voulais jouer à la base, t'as pas le niveau, et puis tant pis, c'est pas grave. Y a pas de honte à avoir ou de truc de ah mais j'avais dit que je le ferais et je l'ai pas fait, j'abandonne, c'est terrible. Et juste plutôt l'inverse, genre kiffe, et puis ah bah cette chanson là j'arrive à la faire et j'arrive à la bosser, je vais essayer peut-être de m'acharner un peu plus dessus, de la travailler un peu plus, et puis d'essayer de rendre un truc qualitatif. Donc voilà, je préfère faire une chanson plus simple mais la faire mieux que faire une chanson plus compliquée et la faire correctement. Voilà, je suis sur tout ce genre de processus mental. Enfin bon, après là je vous raconte grave ma life, je me rends compte, mais bon, j'avais pas grand chose à dire dans cette intro, donc je me permets. Et du coup voilà, ça m'a un petit peu débloqué, j'ai l'impression, pour ça, et j'ai l'impression que dans n'importe quel domaine que ce soit, ce processus mental arrive souvent de cette manière, c'est-à-dire que t'as beau savoir une chose, s'il n'y a pas un élément déclencheur, ça va jamais se faire. Et, et parfois les éléments déclencheurs... Alors, par contre, alors ça c'est ma théorie personnelle, hein,
Par contre, pour qu'un événement déclencheur arrive, le fait de le savoir, c'est déjà quelque chose. Donc disons que c'est déjà une étape de travailler sur le fait de savoir qu'il y a un truc qui va pas, ou de savoir qu'on veut faire quelque chose, ou voilà. Hein. Comme ça, après, tu te le répètes en tête sans arrêt, tu te martèles, entre guillemets. Et du coup, ça... Je vais pas dire que c'est le destin, parce que je crois vraiment pas au destin. Mais disons que c'est comme si tu te mettais dans un bon mood et dans des bonnes conditions pour que un événement déclencheur qui va dans le sens de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux arrêter, etc., etc., se mette en place, ce setup, et que là tu sois dans les bonnes conditions pour saisir l'opportunité, pour vraiment faire un changement, etc., etc. Bref, en gros c'est un peu du mindset quoi. Et du coup voilà, bah là j'ai l'impression d'être plutôt dans un bon mindset concernant la musique, concernant les projets en général d'ailleurs, même concernant la chaîne YouTube, Twitch, etc. Je sais pas, j'ai de plus en plus envie d'apporter des modifications, des nouveautés. Bah par exemple avec les points de chaîne, voilà, ça me parle et ça boue quelque part dans mon crâne où je me dis ah ok, il y a peut-être moyen d'utiliser ça d'une manière intéressante, faut peut-être que j'essaie des trucs, enfin bref. Donc voilà, tout un tas de circonstances qui font que en ce moment je me sens plutôt motivé, plutôt chaud à faire tout un tas de choses et que j'espère bah, du coup vous proposer des trucs cool et agréables que ce soit en live ou hors live avec peut-être bah, voilà, des nouvelles chansons, des nouveaux textes, etc. etc. Et tout un tas d'autres projets. Pareil, il faudrait que je travaille beaucoup sur mes jeux de société. Et pareil, je recommence à avoir un petit peu la flamme pour ça aussi. Donc voilà, faut l'entretenir, faut la faire grossir, mais ça finira par arriver. Sur ce, je vais arrêter avec mon petit monologue de motivation, mais c'est important. Et on va passer sur la lecture du soir, Le Château de Franz Kafka, chapitre 7, 8, 9 et certainement peut-être 10. En vrai, je dis certainement, mais j'en sais rien. En tout cas, ce sont 3-4 chapitres de plus ou moins 10 pages, ce qui est 2 fois moins long que les chapitres précédents. Donc, normalement, je vais pouvoir les enchaîner assez facilement. Et bah voilà, peut-être on va avancer un petit peu plus dans l'histoire. Comme je le disais, la fois passée, ça a commencé à devenir peut-être un peu plus concret. Ça reste toujours dans l'absurde et le flou artistique, j'ai envie de dire, parce que c'est le style de Kafka, c'est aussi le propos de Kafka, je dirais, dans le sens où il essaie de montrer, enfin, en tout cas, c'est mon interprétation de Kafka, il essaie de montrer l'absurde de la situation que son personnage est en train de vivre, K, donc la dernière fois, on a appris lors de sa visite chez le maire qu'il avait été embauché, mais qu'au final, on n'avait pas besoin d'un arpenteur, donc on n'avait pas besoin de lui. Et du coup, lui, il est en mode, bah ouais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, nanana. Et puis le maire qui lui dit, non, vous pouvez rester, c'est juste qu'on n'a pas besoin de vous, voilà. Enfin bref. Et du coup, K qui veut toujours en démêler avec Clam, et toujours des discussions sur avec Frida, avec la patronne, etc. Sur bah, un peu le rôle de Clam, le rôle que doit jouer K dans cette société du château, etc., etc. Bref, c'est quelque chose qui commence à prendre forme de plus en plus et que je trouve vachement intéressant et j'ai hâte de m'y replonger. Donc on va s'y replonger sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous reprends à la fin de ce chapitre, comme je le disais, qui est plus court. Donc vu que je vais lire plus de chapitres et que ça sera plus court, je vais faire plus de pauses, mais des pauses plus courtes a priori. Donc voilà, je vous reviens normalement assez vite dans le chat d'ici 20 minutes je pense, un truc comme ça, maximum. Allez, à tout à l'heure, bonne écoute à tous. Chapitre 7. L'instituteur. Là-haut, K trouva l'instituteur. Heureusement, Frida avait si bien travaillé que la chambre était à peine reconnaissable. Elle avait aéré à fond, bien alimenté le poêle, lavé le plancher et fait le lit. Les affaires des servantes, tout cet odieux fatras, y compris leurs photos, avaient disparu. La table qui, où qu'on se tourne, vous poursuivait littéralement du regard avec sa surface incrustée de saleté, était recouverte d'une nappe blanche faite au crochet. On pouvait recevoir à présent. La petite provision de linge de K, manifestement lavée par Frida de bonne heure, était suspendue à sécher près du poêle,
mais cela dérangeait à peine. L'instituteur et Frida étaient assis autour de la table et se levèrent lorsque K entra. Frida dit bonjour à K en l'embrassant. L'instituteur s'inclina légèrement. Dans sa distraction, et encore tout agité par sa conversation avec la patronne, K commença par s'excuser de n'avoir pas encore pu rendre visite à l'instituteur. Il semblait supposer que l'instituteur, fatigué de l'attendre, était lui-même venu lui rendre visite. Mais l'instituteur, toujours aussi réservé, paraissait juste commencer à se souvenir que lui et K avaient plus ou moins convenu de se rendre visite. « Mais c'est vous, monsieur l'arpenteur, fit-il lentement, l'étranger avec qui j'ai parlé. Voici quelques jours sur la place de l'église. Oui, fit K sèchement. Ce qu'il avait jadis toléré quand il était abandonné de tous, il n'allait pas l'autoriser ici dans sa chambre. Il se tourna vers Frida et la consulta au sujet d'une importante visite qu'il devait effectuer immédiatement et pour laquelle il lui fallait être habillé le mieux possible. Sans lui en demander davantage, Frida appela sur-le-champ les assistants, occupés à examiner la nouvelle nappe, et leur ordonna de descendre dans la cour brosser soigneusement les vêtements et les bottes de K, qu'il commença aussitôt à enlever. De son côté, Frida détacha une chemise sur le fil et descendit en toute hâte dans la cuisine pour la repasser. K se retrouva seul avec l'instituteur, qui était de nouveau assis à la table sans rien dire. Il le fit attendre encore un peu, ôta sa chemise et commença à se laver dans la cuvette. Alors seulement, le dos tourné à l'instituteur, il lui demanda le motif de sa venue. « Je viens de la part de monsieur le maire, » dit-il. K était prêt à l'entendre. Mais le vacarme de l'eau couvrant ses paroles, l'instituteur fut forcé de se rapprocher de K et s'appuya contre le mur à côté de lui. K s'excusa de faire sa toilette et de sa précipitation en invoquant l'urgence de la visite projetée. Sans lui répondre, l'instituteur déclara « Vous avez été impoli envers monsieur le maire, cet auguste vieillard plein de mérite et d'expérience. »« Je ne sache pas avoir été malpoli, » fit K en s'essuyant, « mais il est vrai que j'avais d'autres soucis que les bienséances, car il s'agissait de mon existence, menacée par une scandaleuse bureaucratie que je n'ai pas besoin de vous décrire, puisque vous êtes vous-même un membre actif de cette administration. Est-ce que le maire s'est plaint de moi ?»« À qui vouliez-vous qu'il se plaigne ?» fit l'instituteur. « Et même s'il avait quelqu'un sous la main, est-ce qu'il se plaindrait jamais ? J'ai juste établi sous sa dictée un bref procès-verbal de votre entretien, qui m'en a appris assez long sur la bonté de monsieur le maire et sur votre façon de répondre. » Tout en cherchant son peigne, que Frida avait dû ranger quelque part, K répondit. « Comment ? Un procès-verbal ? Dressé après coup, en mon absence, par quelqu'un qui n'était pas là lors de l'entretien. C'est la meilleure. Et pourquoi faire un procès-verbal ? C'était donc un entretien officiel ? Non, fit l'instituteur. Semi-officiel. Le procès-verbal aussi n'est que semi-officiel. Il a seulement été dressé parce que chez nous, un ordre strict est partout de rigueur. Maintenant qu'il existe en tout cas, il ne vous fait pas honneur. Ayant enfin retrouvé le peigne qui avait glissé dans le lit, K répondit plus calmement. Très bien qu'il existe. C'est ce que vous êtes venu m'annoncer ? Non, dit l'instituteur, mais je ne suis pas une machine, et je devais vous dire mon opinion. Ma mission, elle, est une nouvelle preuve de la bonté de monsieur le maire. J'y insiste, cette bonté me dépasse, et si j'accomplis cette mission, c'est seulement parce que j'y suis tenu par ma position et par respect pour monsieur le maire. Lavé et peigné, K était maintenant assis devant la table, attendant sa chemise et ses vêtements. Il n'éprouvait guère de curiosité pour le message que l'instituteur lui apportait, étant de surcroît influencé par le peu d'estime où la patronne tenait le maire. « Il doit être déjà midi passé, non ?» demanda-t-il en songeant à la course qu'il projetait, puis il se rattrapa en disant « Vous vouliez me dire quelque chose de la part du maire ?»« Bah !» fit l'instituteur en haussant les épaules, comme pour écarter toute responsabilité. « Monsieur le maire craint que vous ne preniez une initiative inconsidérée si la décision concernant votre affaire tarde trop. Quant à moi, j'ignore pourquoi il s'inquiète, le mieux à mon avis étant que vous fassiez ce que vous voulez. Nous ne sommes pas vos anges gardiens, et nous ne sommes pas tenus de vous courir après dans toutes vos démarches. Enfin, monsieur le maire est d'un avis différent. La décision elle-même appartient aux autorités du comté bien sûr, et il ne peut pas l'accélérer. Mais dans sa juridiction, il consent à prendre une décision provisoire vraiment généreuse. Il ne tient qu'à vous de l'accepter. Il vous offre provisoirement le poste de concierge à l'école. K fit d'abord à peine attention à la nature de l'offre, mais il ne lui parut pas négligeable en soi qu'on lui en fît une. Cela indiquait qu'aux yeux du maire, il était capable pour se défendre d'accomplir des choses justifiant que la commune engageait elle-même certaines dépenses, et que l'on prenait l'affaire très au sérieux. L'instituteur, qui avait déjà attendu un certain temps ici,
et préalablement dressé le procès-verbal, avait dû lui être envoyé dardard par le maire. Voyant qu'il avait tout de même fini par rendre K songeur, l'instituteur continua. J'ai émis mes objections. J'ai indiqué qu'on n'avait pas eu besoin de concierge jusqu'ici. La femme du sacristain met de l'ordre de temps à autre, et mademoiselle Guisa, l'institutrice, la supervise. J'ai assez de tracas avec les enfants, je ne vais pas en plus avoir à me soucier d'un concierge. Monsieur le maire m'a rétorqué que l'école est tout de même très sale. J'ai répondu que ça n'est pas bien méchant, ce qui est la vérité. Et est-ce que la situation s'améliorera si nous prenons cet homme comme concierge, ai-je ajouté. Sûrement pas, sans compter qu'il n'entend rien à ce genre de travaux. L'école ne possède que 2 grandes salles de classe sans annexe. Il faut donc que le concierge loge avec sa famille dans une des salles de classe, qu'il y dorme, qu'il y fasse même peut-être la cuisine. Cela n'améliorera pas la propreté, bien entendu. Mais monsieur le maire a indiqué que ce poste serait votre salut, et que vous feriez donc tous les efforts possibles pour vous montrer à la hauteur. De plus, monsieur le maire a dit qu'avec vous, nous gagnerions aussi la main-d'œuvre de votre femme et de vos assistants, si bien qu'outre l'école, le jardin aussi pourra être entretenu de manière exemplaire. Je n'ai pas eu grand mal à le contredire. Enfin, à court d'arguments en votre faveur, monsieur le maire a éclaté de rire et s'est contenté de dire qu'étant arpenteur, vous sauriez tracer de très jolis parterres. Bon, on ne réfute pas une plaisanterie, je suis donc venu vous transmettre ce message. Vous vous inquiétez pour rien, monsieur l'instituteur, dit K. Je n'envisage pas d'accepter ce poste. Excellent, fit l'instituteur. Excellent. Vous refusez purement et simplement. Et il prit son chapeau, s'inclina et sortit. Frida revint sur ses entrefaites, le visage bouleversé. Elle rapportait la chemise non repassée et ne répondit pas aux questions. Pour la distraire, K lui raconta la visite de l'instituteur et son offre. À peine l'eut-elle entendu qu'elle jeta la chemise sur le lit et ressortit en courant. Elle ne tarda pas à revenir, mais avec l'instituteur, qui semblait grincheux, et ne dit même pas bonjour. Frida le supplia d'avoir un peu de patience, ce qu'elle avait manifestement déjà fait plusieurs fois en chemin. Puis, par une porte latérale qu'il n'avait pas remarquée, elle emmena K au grenier attenant, et très agitée à bout de souffle, elle finit par lui raconter ce qui lui était arrivé. La patronne, outrée de s'être abaissée à faire des confidences à K, et pire encore de lui avoir cédé à propos d'un entretien avec Clam, sans autre résultat, disait-elle, qu'un refus à la fois glacial et malhonnête, avait décidé de ne plus le tolérer sous son toit. Si K avait des liens avec le château, eh bien il n'avait qu'à se hâter d'en faire usage, car il devait quitter la maison le jour même, dès maintenant. Elle ne l'accueillerait de nouveau que sous la contrainte et sur ordre direct des autorités, mais elle espérait qu'on n'en arriverait pas là, car elle aussi elle avait des liens avec le château, et elle saurait les faire valoir. D'ailleurs, seule la négligence de l'aubergiste lui avait permis d'entrer dans l'auberge, alors qu'il n'était nullement en peine, puisque le matin même, K s'était vanté d'avoir un autre lit qui l'attendait tout près. Frida, bien sûr, devait rester. La patronne serait profondément malheureuse de l'avoir déménagé avec K. À cette seule pensée, la pauvre cardiaque s'était déjà effondrée en pleurant dans la cuisine, à côté de l'âtre. Mais pouvait-elle donc agir autrement, maintenant qu'à ses yeux du moins, le respect de la mémoire de Clam était en jeu? Tel était donc l'état d'esprit de la patronne. Frida, bien sûr, suivait K, où il voudrait. Dans la neige et la glace, cela allait sans dire. Mais leur situation à tous deux n'en demeurait pas moins critique. Aussi avait-elle accueilli avec grande joie l'offre du maire, même si ce poste était indigne de K, il n'était que provisoire, c'était bien précisé, on gagnait du temps, et on trouverait facilement d'autres possibilités, même si la décision finale devait être défavorable. En désespoir de cause, finit par s'écrier Frida, les bras déjà autour du cou de K. Nous partirons ailleurs. Qu'est-ce qui nous retient ici dans le village? Mais pour l'instant nous acceptons l'offre, pas vrai mon chéri? J'ai ramené l'instituteur, tu lui dis d'accord, c'est tout, et nous déménageons dans l'école. C'est ennuyeux, fit K sans grande conviction, car la question du logement ne le préoccupait guère, et de plus il était frigorifié, en sous-vêtements au milieu de ce grenier traversé par un méchant courant d'air froid, car il n'y avait ni fenêtre ni mur sur 2 côtés. Tu as si joliment arrangé la chambre, et nous voici obligés de déménager. C'est à contre-cœur, bien à contre-cœur que j'accepterai ce poste. L'humiliation que m'inflige ce petit instituteur est déjà assez pénible. Et voilà qu'il doit devenir mon supérieur. Si seulement on pouvait encore rester ici juste un petit peu. Peut-être que ma situation va changer dès cet après-midi. Si au moins toi tu restais, on pourrait attendre jusque-là et se contenter de donner une réponse vague à l'instituteur. Je me trouverai toujours un gîte, s'il le faut chez Bar. Frida lui mit la main sur la bouche. « Pas ça !» fit-elle d'une voix angoissée. « Ne redis jamais cela, je t'en prie. Pour tout le reste, je t'obéirai.
Si tu veux, je resterai seul ici, même si cela me fait de la peine. Si tu veux, nous refuserons cette proposition, même si à mon avis c'est une grave erreur. Car songe un instant, si tu trouves une autre possibilité, peut-être dès cet après-midi, il va de soi qu'à ce moment-là nous renoncerons tout de suite au poste qui t'est offert à l'école, personne ne nous en empêchera. Et quant à t'humilier devant l'instituteur, laisse-moi faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est moi qui lui parlerai. Tu resteras simplement à côté, sans rien dire. Et même ensuite, ce sera pareil. Jamais tu ne devras lui parler personnellement si tu n'y tiens pas. Je serai la seule en réalité à ses ordres, et je ne le serai même pas, car je connais ses faiblesses. Nous n'avons donc rien à perdre en acceptant le poste, mais beaucoup si nous le refusons. D'abord, si tu n'obtiens rien du château aujourd'hui, tu ne trouveras de gîte nulle part, même pour toi tout seul, nulle part au village. Je veux dire un gîte qui ne me fasse pas honte en tant que ta future épouse. Et si tu ne trouves rien, tu ne vas pas me demander de dormir ici bien au chaud en sachant que tu es en train d'errer dehors dans la nuit glaciale. Pendant tout ce temps, les bras croisés au-dessus de la poitrine, Khan avait cessé de se frapper le dos avec les deux mains pour se réchauffer un peu. Alors, dit-il, il ne reste qu'à accepter. Viens. Dans la chambre, il se précipita vers le poêle sans s'occuper de l'instituteur. Assis à la table, celui-ci sortit sa montre et dit « Il se fait tard. »« Oui, mais nous sommes complètement d'accord à présent, monsieur l'instituteur, » dit Frida. « Nous acceptons le poste. »« Bon, » fit l'instituteur, « mais le poste est offert à monsieur l'arpenteur, c'est à lui de s'exprimer. » Frida vint au secours de K. « Bien sûr, » dit-elle, « il accepte le poste. »« Pas vrai, K. » K put ainsi limiter sa déclaration à un simple oui, qui n'était même pas adressé à l'instituteur mais à Frida. « Eh bien alors, » fit l'instituteur, « il ne me reste qu'à vous indiquer vos obligations de service, afin que nous soyons d'accord là-dessus une fois pour toutes. Vous aurez, monsieur l'arpenteur, à nettoyer et à chauffer tous les jours les 2 salles de classe, à effectuer vous-même les petites réparations dans la maison et sur le matériel de l'école et du gymnase, à déneiger le chemin qui traverse le jardin, à vous charger de mes commissions et de celles de mademoiselle l'institutrice, et pendant la belle saison à vous occuper de tout le jardinage. En échange, vous avez le droit d'habiter dans une des salles de classe, mais lorsqu'il n'y a pas cours en même temps dans les 2 classes, et si vous habitez justement dans la salle où il y a cours, vous devez bien sûr vous transporter dans l'autre salle. Vous n'avez pas le droit de cuisiner dans l'école, vous serez donc nourris, vous et les vôtres, aux frais de la municipalité, ici à l'auberge. Que votre conduite doive tenir compte de la dignité de l'école, et que les enfants particulièrement, et surtout pendant la classe, ne doivent jamais être témoins de scènes domestiques déplaisantes. Je n'y insiste pas car vous êtes un homme cultivé, et vous le savez certainement. À ce propos, j'ajoute que nous devons insister pour que vous légitimiez dès que possible vos relations avec mademoiselle Frida. Toutes ces clauses, et 2 ou 3 autres petits détails, seront stipulés dans un contrat de travail que vous devrez signer dès votre emménagement. K jugeait tout cela sans importance, comme si cela ne le concernait pas, ou du moins ne l'engageait à rien. Seuls les grands airs de l'instituteur l'énervaient, et il dit sans réfléchir « Ah, ce sont les obligations habituelles. » Pour atténuer un peu sa remarque, Frida demanda quel était le salaire. « Le versement d'un salaire, fit l'instituteur, ne sera envisagé qu'après 1 mois de travail à l'essai. »« Mais c'est très dur pour nous, » dit Frida. « Nous allons devoir nous marier presque sans argent, et nous n'avons rien pour nous installer. Monsieur l'instituteur, est-ce que nous ne pourrions pas adresser une requête à la municipalité pour obtenir immédiatement un petit salaire? Nous le conseilleriez-vous » Non, fit l'instituteur en s'adressant toujours à K. Cette requête ne serait reçue favorablement que si je l'appuyais, ce que je ne ferai pas. On vous fait une faveur en vous donnant ce poste, et il ne faut pas pousser les faveurs trop loin, si l'on reste conscient de ses responsabilités officielles. Presque malgré lui, K intervint dans la conversation. En fait, de faveur, monsieur l'instituteur, dit-il, je crois que vous vous trompez. C'est peut-être plutôt moi qui vous en fais une. Non, dit l'instituteur en souriant, car il avait fini par contraindre K à parler. Je suis bien renseigné. Nous avons à peu près autant besoin d'un concierge que d'un arpenteur. Les concierges et les arpenteurs sont un lourd fardeau pour nous. Cela va encore être un casse-tête pour moi de justifier vos tâches auprès de la municipalité. Le mieux, ce serait de lancer tout bonnement la demande sur la table, sans la justifier d'aucune manière. Cela correspondrait le plus à la vérité. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, dit K. Vous êtes forcé de m'accueillir contre votre gré. C'est un vrai casse-tête pour vous. Pourtant, vous êtes forcé de m'accueillir. Lorsqu'on est forcé d'accueillir quelqu'un qui se laisse accueillir, c'est donc bien lui qui vous fait une faveur. C'est curieux, dit l'instituteur. Qu'est-ce donc à votre avis qui nous force à vous accueillir?
C'est la bonté, l'excessive bonté de monsieur le maire qui nous y contraint. Il me semble que vous allez devoir renoncer à bien des chimères avant de devenir un concierge utilisable, monsieur l'arpenteur, et il va de soi que pareille remarque ne rende guère enclin à vous accorder un éventuel salaire. Et j'ai aussi le regret de constater que votre conduite me donnera encore bien du tracas, car depuis le début de notre conversation, j'ai eu ce spectacle constamment devant les yeux, et j'arrive à peine à le croire. Vous me parlez en chemise et en caleçon. Oui, s'esclaffa K, tout en frappant dans ses mains. Ces abominables assistants, où sont-ils donc passés? Frida se précipita vers la porte. Constatant qu'il n'y avait plus moyen de parler à K, l'instituteur demanda à Frida quand ils emménageraient à l'école. Aujourd'hui, dit Frida. Alors je viendrai inspecter demain matin, fit l'instituteur. Il salua d'un geste de la main et voulut sortir par la porte que Frida venait d'ouvrir, mais il se heurta aux servantes qui revenaient déjà avec leurs affaires s'installer dans la chambre. Il dut se faufiler, car elle ne se serait écartée devant personne. Frida le suivit. Comme vous êtes pressé, dit K, fort content de les voir cette fois-ci. Nous sommes encore là et vous revenez déjà au pas de charge. Elles ne répondirent pas, et se contentèrent de tortiller d'un air gêné leurs baluchons. Ouka aperçut les mêmes guenilles toutes sales qui pendouillaient. Vous n'avez sans doute encore jamais lavé vos affaires, dit K sans méchanceté, plutôt avec une certaine sympathie. Remarquant cela, elles ouvrirent toutes en même temps leurs bouches inexpressives, montrèrent leurs belles dents solides comme chez les animaux, et rirent sans bruit. Eh bien, entrez, fit K. Installez-vous. C'est votre chambre, après tout. Mais comme elles hésitaient toujours, c'était sans doute leur chambre qui leur paraissait trop métamorphosée, K prit l'une d'elles par le bras pour la faire entrer. Mais il la lâcha aussitôt, tant la surprise se lisait dans le regard des deux servantes, qui, ayant échangé un rapide signe de connivence, ne le quittèrent plus des yeux. Maintenant, vous m'avez assez regardé, fit K en refoulant un vague sentiment de malaise. Il prit ses vêtements et ses bottes que Frida venait d'apporter, timidement suivi par les assistants, et il s'habilla. Il n'arrivait toujours pas à comprendre la patience qu'elle leur manifestait. Alors qu'ils étaient censés épousseter les vêtements dans la cour, elle les avait trouvés au rez-de-chaussée après une assez longue recherche, en train de déjeuner paisiblement, les vêtements poussiéreux roulés en boule sur leurs genoux. Elle avait alors été obligée de tout brosser elle-même, et pourtant elle ne les rabroua pas, elle qui s'y entendait pour commander au petit peuple, et alla jusqu'à raconter devant eux cette grossière négligence comme une petite plaisanterie, et elle donna même à l'un d'eux une petite tape sur la joue comme pour le flatter. K se promit de le lui reprocher à la première occasion. Mais pour le moment, il était grand temps de s'en aller. Les assistants resteront ici pour t'aider à déménager, fit K. Bien sûr, ils n'étaient pas d'accord. Joyeux et repus comme ils étaient, ils se seraient volontiers un peu dégourdis les jambes. Cela va de soi. Vous restez ici, déclara Frida. Alors seulement ils s'inclinèrent. Sais-tu où je vais? Demanda K. Oui, dit Frida. Tu ne me retiens donc plus? Demanda K. Tu vas rencontrer tant d'obstacles, fit-elle. Qu'importe mes paroles. Elle lui fit un baiser d'adieu, lui donna un petit paquet avec du pain et du saucisson qu'elle avait été chercher en bas, car il n'avait pas déjeuné, lui rappela de ne pas revenir ici mais de la rejoindre aussitôt à l'école, et la main sur son épaule, elle l'accompagna jusqu'à la porte. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Nous marquons une courte pause. Très courte pause, parce que comme je l'avais souligné plus tôt dans le live, les chapitres de ce soir sont plus courts. Donc du coup, on va essayer d'en enchaîner un peu davantage. Et voilà, on va faire du coup proportionnellement des pauses un peu écourcies. Ça se dit? Raccourcies du moins. Et du coup, je m'en vais vous voir dans le chat, je vois que vous êtes pas mal à être passé, ça fait plaisir. Salut jeune être humain, salut grand joueur. Salut Gabs également. En effet, tu me sauves des zéro viewers. Bon, ce sont des choses qui arrivent parfois. Hein. C'est sûr que les lives que je fais sont des lives de niche. Donc c'est rare qu'il y ait du monde, hein, c'est normal. Et du coup, bonsoir Zikael, so famous. Zikael qui a follow pour un 5... qui s'est abonné, c'est encore plus haut que le follow. Qui s'est abonné pour le 5e mois consécutif. En vrai, ça passe super vite, 5 mois, je trouve ça dingue. Et encore un grand merci Zikael, c'est très très gentil. C'est très très gentil de ta part, merci beaucoup Zikael.
C'est pas des lives de niche, t'es le boss. Oh, arrête Zikael, là là. N'importe quoi. Et du coup, bonsoir Cobalt, et merci pour le follow également. Bonsoir Cobalt, alors je lis ton message. Et grâce à toi, j'ai pu réussir mon interro sur le livre La peau de chagrin. Je veux juste te dire que tu te débrouilles très bien, je suppose, pour tes lectures et continue comme ça. Bonne soirée au passage, car je peux pas rester. Pas de soucis, du coup, Cobalt, merci d'avoir pris la peine d'être passé de YouTube à Twitch. Même si c'est juste pour me faire un petit coucou et un petit follow, c'est extrêmement gentil de ta part, donc merci beaucoup. Et je suis très heureux d'avoir pu t'aider pour ton interro. Ça me fait plaisir. Zikael, quand je serai le maître du monde, je te prendrai en tant que conseiller. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que je sois en si haute estime. Mais ouais, ça me fait vraiment plaisir le petit message de Cobalt. N'hésitez pas, hein, les amis, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas le temps et que vous pouvez juste passer faire un coucou, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à juste lâcher un petit commentaire, même si c'est un commentaire où vous dites pas grand chose parce que vous n'êtes pas bavard ou parce que vous n'avez pas grand chose à dire. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, parce que bah, moi ça m'encourage, ça me motive. C'est une remarque que je faisais lors du live précédent, je crois, et que je m'étais fait comme ça un après-midi, où je m'étais dit putain, j'ai quand même de la chance parce que beaucoup des commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube, c'est des remerciements. Et, euh, et c'est con, mais ça m'a fait un petit truc où je me suis dit putain, c'est grave cool quand même. Je sais pas si c'est la majeure partie des chaînes qui reçoivent des remerciements en commentaire. Alors après, il n'y a pas besoin de remercier forcément, hein. Vous pouvez juste donner votre avis, etc. Ça m'ira très bien. Et ça sera très cool. Ça peut même être des avis négatifs tant que c'est constructif, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me suis dit putain, au moins je suis utile à des gens, c'est un sentiment agréable. Donc c'était très cool de se rendre compte de cela. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer un maximum et à interagir un maximum, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, des commentaires, des j'aime, des dislikes aussi, hein. Si encore une fois il y a une raison spécifique, n'hésitez pas. Moi c'est autant de signaux qui vont me permettre de savoir ce que vous aimez, de savoir quand est-ce que j'ai fait de la merde, comment m'améliorer, les choses que peut-être vous auriez envie de voir davantage, etc. Zikael, j'aurais kiffé au collège, lycée qu'on lise les livres pour moi. J'avoue. Mais en fait, c'est marrant parce que je suis dans un semi sentiment là-dessus, c'est que à la fois je me dis ah, est-ce que du coup ils vont, enfin la réponse est non, hein, spoiler, je suppose que les gens qui écoutent ma lecture ne lisent pas forcément le bouquin. Après je me dis est-ce que c'est pas plus mal que ils m'écoutent plutôt que de ne pas l'avoir lu, de n'avoir rien fait en fait. Enfin voilà, c'est ça le truc, c'est que je me dis c'est dommage de pas lire le bouquin soi-même. Et en même temps, je me dis, je préfère me dire qu'il y a des gens qui ont réussi à découvrir une œuvre grâce à moi, qu'ils n'auraient juste pas découvert parce qu'ils l'auraient pas lu, ils l'auraient pas écouté, etc. Donc au final, ouais, j'ai un petit sentiment mitigé des fois où je me dis, ah, est-ce que ça peut pas être considéré comme de la triche par l'école, par exemple? Est-ce que les profs peuvent pas dire, oh, t'as écouté le texte sur internet, c'est pas bien, t'as pas fait l'effort de lire et tout? En même temps, je me dis, bah, c'est mieux qu'au moins vous ayez pris le temps de vous intéresser à l'histoire et de vous en être imprégné, plutôt que d'avoir juste dit oh bah tant pis, je fais rien et voilà quoi. Donc bon, voilà, c'est un peu mes réflexions là-dessus. Sur ce, je pense qu'on va passer très vite à la lecture de la suite parce que comme je disais, les chapitres de ce soir sont relativement courts. Là, le petit chapitre avec l'instituteur, je le trouve assez cool parce que on commence à entrer dans quelque chose de peut-être un peu plus classique sur la structure. Où voilà, là, il commence à y avoir une histoire très définie avec des vraies péripéties, si je puis dire, un peu plus délimitées. Où là, voilà, on a vraiment ce truc de bon. Maintenant, on sait que l'instituteur, bah, c'est pas un personnage qui porte dans son cœur K. On sait que K, il doit régulariser sa situation et du coup, ça l'emmerde, mais par amour pour Frida, beaucoup,
il accepte de se résigner. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant la manière dont c'est fait parce que, bon, là, c'est ma théorie, enfin, c'est ma théorie personnelle. C'est des réflexions personnelles et c'est des opinions personnelles. Donc, voilà, prenez pas comme argent comptant ce que je dis, mais c'est marrant parce que moi, j'ai tendance à dire que être adulte, c'est se résigner. Euh, et là, c'est un peu, j'ai l'impression d'un peu voir ça, quoi. C'est un peu le truc du, il veut pas être dans le moule, il veut pas qu'on lui impose des choses, etc., etc., etc. Et au final, par nécessité, parce que il y a des trucs qui se passent qui l'y obligent un petit peu, il finit par dire bon, ok, on va faire ça, voilà. Mais il continue à avoir son esprit rebelle, contestataire, et la preuve en est que, a priori, il va faire quelque chose que Frida réprouve dans le chapitre à venir. Et spoiler, chapitre 8, en attendant Clam. Donc a priori, il va y avoir peut-être confrontation avec Clam. Je sais pas, on va voir, j'espère en tout cas. Zikael, quand je suis allé à Prague et que j'ai vu des trucs sur Franz Kafka, je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu un de ses livres. Ah, c'est marrant. T'y allais récemment à Prague du coup? Parce que ouais, j'avais déjà lu La Métamorphose en live. Ah, c'est méga cool. C'est méga cool. C'est super marrant, ça me fait rire. Ça me fait rire dans ton paysage culturel, c'est rigolo. Chers amis, je pense que je vais entamer la lecture du chapitre 8 sans plus attendre. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, chapitre 8, ok. Donc du coup, là, encore une fois, un chapitre de 10 pages. Vacances d'octobre. Ah, c'est cool. Ah, mais c'est stylé, Zical. C'est cool. Ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir ce petit... Je sais pas. Je mets ma pierre à l'édifice. C'est un petit truc, mais ça fait plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Je sais pas qui est resté du coup. Par exemple, Grand Joueur, je sais que il est plutôt là pour les lives de gaming, donc je pense pas qu'il soit forcément resté, je sais pas trop. En tout cas, bonne écoute à tous ceux qui sont là encore. Bonne écoute, Grand Joueur dans le doute. Bonne écoute, Gabs. Bonne écoute, Cobalt si tu es resté, mais apparemment tu devais partir fast, donc tu n'es peut-être plus là. Bonne écoute, Zikal. Et écoutez, bonne écoute à tous, que vous soyez dans l'ombre de Twitch ou sur YouTube. Je lis le chapitre 8, et comme je le disais dans l'intro, ce soir je ne m'arrêterai pas à ce second chapitre de la soirée, mais j'en lirai un troisième, voire un quatrième juste après. Donc on se retrouve dans une pause d'ici 20 minutes. A tout à l'heure. Chapitre 8. En attendant Clam. K fut d'abord heureux d'avoir échappé aux servantes et aux assistants qui se bousculaient dans cette chambre surchauffée. En outre, il gelait un peu. La neige était plus dure. On marchait plus facilement. Mais il commençait à faire sombre, et il pressa le pas. Le château, dont les contours commençaient à s'estomper, était silencieux comme toujours. K n'y avait encore jamais vu le moindre signe de vie. Peut-être ne pouvait-on rien distinguer à cette distance, et pourtant le regard y aspirait et trouvait intolérable ce silence. Lorsqu'il regardait le château, K avait parfois l'impression d'observer quelqu'un assis tranquillement à regarder devant lui, non pas perdu dans ses pensées et donc coupé de tout, mais plutôt libre et indifférent, comme si cet homme était seul et que personne ne l'observait. Pourtant, il avait forcément conscience qu'on l'observait, mais cela ne troublait pas son calme et en effet, on ne savait pas si c'était la cause ou la conséquence. Le regard de l'observateur, incapable de se fixer, glissait sur lui. Cette impression était accentuée aujourd'hui par l'obscurité précoce. Plus il regardait, moins il distinguait de détails, plus tout se noyait dans le crépuscule. À l'instant où K arriva à l'auberge des messieurs, pas encore éclairée, la fenêtre du premier étage s'ouvrit, et un jeune homme corpulent, le visage rasé et en manteau de fourrure, vint se pencher à la fenêtre. Il ne sembla pas répondre au salut de K, même par le plus léger hochement de tête. Dans l'entrée comme dans la salle, K ne rencontra personne. Dans la salle, l'odeur de bière éventée était encore pire que la dernière fois. Cela n'était sans doute pas le cas à l'auberge du pont. K s'avança aussitôt vers la porte derrière laquelle il avait observé Clam et appuya prudemment sur la poignée, mais la porte était verrouillée. Puis il chercha à tâtons l'emplacement du Judas, mais la fermeture devait être si bien ajustée qu'il ne put le trouver de cette façon. Il gratta donc une allumette. Un cri le fit sursauter.
Dans le coin entre la porte et la crédence, près du poêle, une jeune fille était assise, toute recroquevillée, et à la lueur de l'allumette, elle le dévisagea avec des yeux ensommeillés qu'elle avait du mal à ouvrir. C'était manifestement la remplaçante de Frida. Elle retrouva vite ses esprits et alluma l'électricité. La colère se lisait encore sur son visage quand elle reconnut K. « Ah, c'est monsieur l'arpenteur » fit-elle en souriant. Elle lui tendit la main et se présenta. « Je m'appelle Pépi. » Elle était petite, rubiconde, pleine de santé. Ses opulents cheveux d'un blond roux étaient rassemblés en une forte natte, tout en bouclant autour de son visage. Elle portait une robe toute droite en taffetas gris, fort peu saillante pour elle, et dont le bas était noué avec une maladresse enfantine par un ruban de soie terminé par un nœud qui entravait ses mouvements. Elle demanda des nouvelles de Frida et si elle n'allait pas revenir bientôt. Cette question frôlait la méchanceté. « J'ai été appelée ici en urgence aussitôt après le départ de Frida, » reprit-elle, « car on ne peut pas confier ce poste à n'importe qui. J'étais femme de chambre jusque-là, mais je n'étais pas gagnée au change. Mais je n'ai pas gagné au change. Ici, il y a beaucoup de travail, le soir et la nuit, c'est très fatigant. Je vais avoir du mal à tenir le coup. Ça ne m'étonne pas que Frida ait abandonné. » Frida se plaisait beaucoup ici, dit K, pour lui faire saisir une bonne fois ce qui la distinguait de Frida, et qu'elle négligeait. Ne la croyez pas, dit Pépi. Frida possède une rare maîtrise de soi. Ce qu'elle ne veut pas avouer, elle ne l'avoue pas, et personne ne s'aperçoit qu'elle a quelque chose à avouer. Voilà maintenant quelques années que je suis employé ici avec elle. Nous avons toujours couché dans le même lit, mais je ne suis pas intime avec elle, et elle ne pense sûrement plus à moi aujourd'hui. La vieille patronne de l'auberge du Pont est peut-être sa seule amie, ça en dit long. Frida est ma fiancée, dit K en cherchant toujours le Judas sur la porte. Je sais, fit Pépi. C'est bien pourquoi je vous en parle. Autrement, ça n'aurait aucune importance pour vous. Je comprends, dit K. Vous voulez dire que je peux être fier d'avoir conquis une jeune fille aussi réservée. Oui, dit-elle en riant d'un air satisfait, comme si elle avait trouvé avec K un terrain d'entente secret au sujet de Frida. En fait, ce n'étaient pas les propos de Pépi qui intéressaient K et le distrayaient un peu de sa recherche, mais plutôt son allure et sa présence en ces lieux. Certes, elle était beaucoup plus jeune que Frida, c'était presque encore une enfant, et son accoutrement était ridicule. Sa tenue reflétait manifestement l'importance excessive qu'elle attribuait à une serveuse de bar. Et à sa façon, Pépi n'avait pas tort, car ce poste qui lui convenait encore fort mal avait dû lui échoir sans qu'elle s'y attende ou qu'elle le mérite, et à titre purement temporaire. On ne lui avait même pas confié la petite bourse en cuir que Frida portait toujours à sa ceinture. Quant au mécontentement qu'elle affichait, ce n'était que de l'arrogance. Et pourtant, malgré sa sottise enfantine, Pépi, elle aussi, devait avoir des liens avec le château. N'avait-elle pas été, si elle disait vrai, femme de chambre? Inconsciente de ce qu'elle possédait, elle passait ici ses journées à dormir, mais en enlaçant ce petit corps dodu au dos un peu rond, à défaut de lui arracher cette possession, on pouvait le toucher et y puiser des forces avant cette pénible expédition. Alors c'était comme avec Frida, peut-être? Oh non, c'était différent. Il n'y avait qu'à songer au regard de Frida pour le comprendre. Jamais K n'aurait touché Pépi. Mais il fut tout de même obligé de se cacher les yeux quelques instants, tant il la dévorait du regard. « Il n'est pas nécessaire que ça reste allumé, » fit Pépi en éteignant de nouveau. « J'ai juste allumé parce que vous m'avez fait tellement peur. Que venez-vous faire ici? Est-ce que Frida a oublié quelque chose ?»« Oui, » dit K en désignant la porte. « Dans la pièce d'à côté, une nappe blanche, faite au crochet. »« Ah oui, sa nappe, » fit Pépi. « Je me souviens. De la belle ouvrage, là aussi, je l'ai aidée. Mais elle n'est sûrement pas dans cette pièce. » Frida pense que oui. « Qui donc habite ici ?» demanda K. « Personne, » fit Pépi. « C'est la salle des messieurs. C'est ici qu'ils boivent et qu'ils mangent. Enfin, elle est prévue pour ça. Mais la plupart des messieurs restent en haut dans leur chambre. »« Si j'étais sûr qu'il n'y a personne à côté, fit K, j'entrerais volontiers pour chercher la nappe. Mais justement, comment savoir? Clam, par exemple, a souvent pour habitude de s'asseoir là. »« Clam n'y est sûrement pas, » dit Pépi, « car il est sur le point de partir. Le traîneau attend déjà dans la cour. » Aussitôt, sans un mot d'explication, K quitta la salle et dans le couloir, au lieu de s'engager vers la sortie, il alla vers l'intérieur de la maison et en quelques pas il se retrouva dans la cour. Que tout était calme et beau ici. C'était une cour carrée délimitée sur 3 côtés par le bâtiment et séparée de la rue, une rue transversale inconnue de K, par un haut mur blanc avec un grand portail massif qui était ouvert. Ici, côté cour, le bâtiment semblait plus élevé que sur la façade. Le premier étage, au moins, était entièrement aménagé et plus imposant, car il était entouré d'une galerie fermée en bois, percée d'une petite fente à la hauteur des yeux. Toujours dans le corps de logis, mais déjà vers l'angle qu'il formait avec l'aile située en face de K,
une ouverture permettait d'entrer dans le bâtiment sans porte. Un traîneau sombre et fermé, attelé de 2 chevaux, stationnait devant. À part le cocher que K devinait plus qu'il ne le distinguait à cette distance et dans le crépuscule, on ne voyait personne. Les mains dans les poches, regardant prudemment autour de lui, K longea 2 côtés de la cour en rasant les murs jusqu'au traîneau. Le cocher, un des paysans qui était au bar l'autre soir, l'avait regardé approcher avec indifférence, blotti dans sa fourrure, un peu comme on suit des yeux un chat qui se promène. Et même lorsqu'une fois près de lui, K le salua, et que les chevaux s'agitèrent un peu à la vue de cet homme surgi de l'obscurité, il resta impassible. K s'en félicita. S'appuyant au mur, il déballa ses provisions, remercia en pensée Frida de l'avoir si bien ravitaillé, et épia en même temps l'intérieur de la maison. Un escalier à angle droit donnait au rez-de-chaussée sur un couloir peu élevé mais apparemment très long. Tout était propre, blanchi, et nettement délimité. L'attente dura plus longtemps qu'il ne l'avait pensé. K avait depuis longtemps fini de manger, le froid était vif, le crépuscule s'était transformé en ténèbres, et Clam ne venait toujours pas. « Cela peut durer encore très longtemps, » fit soudain une voix râpeuse, si près de K qu'il sursauta. C'était le cocher qui s'étirait en bâillant bruyamment comme s'il venait de s'éveiller. « Qu'est-ce qui peut durer longtemps » demanda K, plutôt content d'être dérangé, car ce silence et cette tension continuelle commençaient à lui peser. « Avant le départ, » fit le cocher. K ne comprenait pas, mais il ne posa pas d'autres questions. Cela lui semblait le meilleur moyen de faire parler cet orgueilleux. Ne pas répondre, ici dans les ténèbres, c'était presque une provocation. Et de fait, après quelques instants, le cocher lui demanda. « Voulez-vous du cognac » ? « Oui, » fit K sans réfléchir, fort séduit par cette offre, car il frissonnait. « Eh bien, ouvrez le traîneau, » dit le cocher. « Il y a quelques bouteilles dans la poche intérieure de la portière. Prenez-en une, buvez, puis passez-la moi. J'ai trop de mal à descendre avec ma fourrure. » K était contrarié d'avoir à faire tous ces gestes, mais maintenant qu'il avait engagé la conversation avec le cocher, il obéit, au risque d'être surpris par Clam à côté du traîneau. Il ouvrit la grande portière et aurait pu aussitôt sortir la bouteille de la poche intérieure, mais une fois la portière ouverte, il ne put résister à la tentation de s'asseoir dans le traîneau, ne fût-ce qu'un instant. Il se glissa à l'intérieur. Il y faisait une chaleur extraordinaire, malgré la portière grande ouverte que K n'osait pas fermer. On ne savait plus si on était assis sur une banquette, tant on était plongé dans des couvertures, des coussins et des fourrures. On pouvait se retourner et s'étirer dans tous les sens, on s'enfonçait toujours dans le doux et le chaud. Les bras écartés, la tête appuyée sur les coussins toujours prêts à l'accueillir, K considéra depuis le traîneau la maison obscure. Pourquoi Clam tardait-il tant à descendre? Comme étourdi par cette chaleur, après être resté si longtemps debout dans la neige, K souhaitait que Clam arrive enfin. L'idée qu'il valait mieux ne pas être vu par Clam dans cette situation l'effleura juste comme une légère contrariété. Il était conforté dans cette insouciance par l'attitude du cocher, qui devait bien savoir qu'il était dans le traîneau, et le laissait là sans même lui réclamer le cognac. C'était fort aimable, mais K voulait malgré tout se rendre utile. Sans changer de position, il tendit paresseusement la main vers la poche intérieure, pas celle de la portière ouverte, qui était trop loin, mais vers celle de la portière derrière lui, qui était fermée. Cela ne changeait rien du reste, car là aussi il y avait des bouteilles. Il en sortit une, dévissa le bouchon et la huma. Il sourit malgré lui, tant l'arôme était doux et caressant, comme lorsqu'on s'entend complimenter et dire des gentillesses par une personne très chère, sans trop savoir de quoi il s'agit, ni tenir le savoir, heureuse à la seule idée que c'est elle qui s'exprime ainsi. « C'est vraiment du cognac » se demanda K dubitatif, et il goûta par curiosité. Eh oui, bizarrement, c'était du cognac, qui le brûlait et le réchauffait. Mais comme il se transformait quand on le buvait, d'abord uniquement porteur d'un doux parfum, il devenait une boisson de cocher. « Est-ce possible » se demanda K, comme s'il se faisait à lui-même des reproches, et il reprit une gorgée. D'un seul coup, K était au beau milieu d'une longue rasade. Tout s'éclaira. L'électricité s'alluma dans l'escalier à l'intérieur, dans le corridor et dans l'entrée, et dehors au-dessus de l'entrée. On entendit des pas qui descendaient l'escalier, la bouteille glissa entre la main de K, le cognac se répandit sur une fourrure, et K bondit hors du traîneau. À peine avait-il eu le temps de claquer la portière, ce qui fit un bruit sourd qu'un monsieur sortit lentement de la maison. Seule consolation, ce n'était apparemment pas Clam, ou bien fallait-il justement le regretter? C'était le monsieur que K avait déjà vu à la fenêtre du premier étage. Jeune, fort bien de sa personne, rose et blanc mais très sérieux, K lui renvoya un regard sombre, mais c'était sur lui-même qu'il portait ce regard. Il aurait vraiment mieux fait d'envoyer ses assistants. Pour se conduire comme il l'avait fait, il se serait très bien débrouillé.
Devant lui, le monsieur se taisait encore, comme si son immense poitrine ne contenait pas assez d'air pour ce qu'il avait à dire. « Mais c'est épouvantable !» dit-il enfin en relevant un peu son chapeau sur son front. Quoi? Ce monsieur ne devait pourtant pas savoir que K avait séjourné dans le traîneau, et déjà il trouvait quelque chose d'épouvantable. Le fait que K ait pénétré jusque dans la cour, peut-être. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» lui demanda le monsieur un peu plus doucement, et en reprenant son souffle, résigné à l'inévitable. Quelle question! Quelle réponse! K devait-il avouer à ce monsieur que l'expédition qu'il avait commencée avec tant d'espoir avait échoué? Au lieu de répondre, K se tourna vers le traîneau, l'ouvrit et récupéra sa casquette qu'il avait oubliée à l'intérieur. Fort gêné, il remarqua le cognac qui dégoulinait sur le marchepied. Puis il se retourna vers le monsieur. Il ne se faisait plus aucun scrupule de lui montrer qu'il avait été dans le traîneau, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus grave. Si on l'interrogeait, mais alors seulement, il ne cacherait pas que le cocher lui-même l'avait au moins incité à ouvrir le traîneau. Ce qui était vraiment grave, c'était que le monsieur l'ait surpris, que K n'ait pas eu le temps de se cacher pour pouvoir ensuite tranquillement attendre Clam, ou qu'il n'ait pas eu la présence d'esprit de rester dans le traîneau, de fermer la portière et d'attendre Clam allongé sur les fourrures, ou au moins de rester là tant que ce monsieur serait dans les parages. Certes, il ne pouvait pas savoir si ce n'était pas Clam en personne qui arrivait, auquel cas bien sûr il valait mieux l'accueillir à l'extérieur du traîneau. Oui, il y avait eu bien des choses à peser, mais plus maintenant, car tout était fini. « Venez avec moi, fit le monsieur, sans que ce soit vraiment un ordre explicite, car l'ordre n'était pas dans ses paroles, mais dans le rapide geste de la main, volontairement indifférent, qui les accompagnait. « J'attends quelqu'un ici, dit K, pour le principe et sans espérer le moindre succès. « Venez, répéta le monsieur imperturbable, comme pour montrer qu'il n'avait jamais douté que K attendît quelqu'un. « Mais je vais rater la personne que j'attends, dit K, parcouru d'un grand frisson. Malgré tout ce qui s'était passé, il avait le sentiment que ce qu'il avait accompli jusque-là était une sorte de bien, dont il ne devait pas se défaire sur l'ordre du premier venu, même s'il ne le conservait plus qu'en apparence. « Que vous attendiez ou que vous partiez, vous la raterez de toute façon, dit le monsieur avec brusquerie, mais en essayant visiblement d'épouser la perspective. Pardon. Que vous attendiez ou que vous partiez, vous la raterez de toute façon, dit le monsieur avec brusquerie, mais en essayant visiblement d'épouser la perspective de K. Alors je préfère la rater en l'attendant, fit K sur le ton du défi. Il en faudrait plus que les simples paroles de ce jeune monsieur pour le chasser. À ces mots, le monsieur releva la tête d'un air supérieur et ferma les yeux un instant, comme pour oublier la stupidité de K et retrouver sa raison. La bouche légèrement entr'ouverte, il s'humecta les lèvres du bout de la langue et dit au cocher « Dételez les chevaux !» Obéissant au monsieur, mais en lançant sur K un regard courroucé, le cocher fut obligé de descendre du traîneau, malgré sa fourrure, et avec beaucoup d'hésitation, comme s'il attendait un revirement de K plutôt qu'un contre-ordre du monsieur, il commença à faire reculer les chevaux et le traîneau vers l'aile de bâtiment, où sans doute se trouvaient l'écurie et la remise derrière un grand portail. K allait rester seul en arrière. D'un côté, le traîneau s'éloignait, de l'autre, c'était le jeune monsieur, par le chemin que K avait pris en venant, les deux cependant très lentement, comme pour montrer à K qu'il était encore en son pouvoir de les rappeler. Peut-être avait-il ce pouvoir, mais cela ne lui aurait servi à rien. S'il rappelait le traîneau, il se chassait lui-même. Il resta donc sans rien dire, seul maître du champ de bataille, mais c'était une victoire sans joie. Il suivit des yeux le monsieur et le cocher tour à tour. Le monsieur avait déjà atteint la porte par où K était entré dans la cour. Il regarda encore une fois en arrière. K crut le voir secouer la tête devant tant d'obstination, puis il se retourna d'un mouvement bref, décidé et sans appel, et pénétra dans l'entrée où il disparut aussitôt. Le cocher resta plus longtemps dans la cour. Il avait beaucoup de travail avec le traîneau. Il dut ouvrir la lourde porte de l'écurie, garer le traîneau en marche arrière, dételer les chevaux, et les conduire à la mangeoire. Il fit tout cela avec sérieux et concentration, ayant cessé d'espérer partir bientôt. Tous ces gestes accomplis en silence, sans le moindre regard en direction de K, lui semblèrent beaucoup plus lourds de reproches que l'attitude du monsieur. Et lorsqu'une fois terminé son travail dans l'écurie, le cocher traversa la cour de sa démarche lente et chaloupée, ferma le grand portail, puis, avec la même lenteur et sans cesser littéralement de contempler sa propre trace dans la neige, retourna s'enfermer dans l'écurie en éteignant aussi l'électricité, pour qui l'eût-il laissé allumer, et que seul brilla encore là-haut, dans la galerie en bois, la fente sur laquelle le regard vagabond s'arrêtait un instant, K eut l'impression que l'on avait rompu toutes les attaches avec lui. Certes, il était plus libre que jamais, et pouvait attendre aussi longtemps qu'il voudrait dans cet endroit qui lui était d'ordinaire interdit, et il avait conquis cette liberté de haute lutte, et personne ne pouvait le toucher, le chasser, ni même lui adresser la parole. Mais en même temps, et cette conviction était au moins aussi forte,
Rien ne lui semblait plus dépourvu de sens, plus désespéré que cette liberté, cette attente, cette invulnérabilité. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. On se marque une courte pause. Et je viens vous lire dans le chat. Et du coup, merci Gab d'être passé. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Si tu veux écouter en rediffusion, comme tu dis que tu vas le faire, la rediffusion aura lieu dans 2 jours. En général, c'est ce que je fais pour les lives. Même si ça a été un petit peu spécial ce mercredi, parce que ce mercredi, j'ai fait 2 lives dans la même journée, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mis une rediff aujourd'hui et je mettrai une rediff demain. Comme ça, je vous spamme pas trop de plein de vidéos, etc. Voilà, voilà. Je me sens ultra fatigué. En fait, pour être franc, pardon, j'étais pas, c'est pas que j'étais pas motivé ou quoi, mais ouais, je sentais que j'étais pas dans un très bon mood aujourd'hui en termes de fatigue. Enfin ouais, je sais que je me suis levé fatigué déjà. Déjà, j'ai envie de me taper sur les doigts, mais j'ai joué jusqu'à très très tard. Genre, je m'étais dit, je m'arrête à 2h du mat comme d'habitude, et au final, en fait non. En fait, d'habitude, je vais me coucher à 2h du matin. Du coup, je m'étais dit, je vais arrêter de jouer vers 1h du mat, et puis après, je fais 2-3 trucs, je mange un petit coup, et puis je vais manger. Ce que je fais quasiment tous les soirs, enfin bref, c'est bien calculé, c'est bien rodé normalement. Sauf que hier, vu qu'il y a la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves, et ben à chaque fois je voulais plus, et j'étais en mode, vas-y non, on fait encore ça, parce que j'étais avec un pote, j'étais avec Walkirax, et je disais, vas-y, on fait encore ça, comme ça on aura terminé ça, ça sera cool et tout. Et du coup, à chaque fois, je disais, vas-y, on va faire ça en plus, comme ça on aura terminé et tout. Enfin bref. Ce qui fait que, pour ceux qui connaissent Sea of Thieves et qui m'ont suivi sur la nouvelle mise à jour, on a terminé toutes les missions proposées par Umbra. Il y en avait 63, on les a finies en 2 jours. Bref. Mais du coup, ça a fait que je me suis couché plus tard. Et ça a fait que ce matin, je me suis réveillé un peu plus crevé. Et du coup, bah là, je le sens à nouveau dans ce live, que j'ai peut-être eu un peu du mal à assurer la lecture comme il se devait sur ce second chapitre de ce soir, malheureusement. Mis à part cela, et j'espère que ça n'a pas trop été dérangeant pour vous et que vous avez réussi à suivre à peu près l'histoire, mis à part cela, je trouve le chapitre ultra intéressant, parce qu'il y a de plus en plus de discours sur la philosophie du personnage, et justement, le trait de personnalité dont je parlais juste avant, on le retrouve là. On voit que K, c'est un personnage caractérisé par l'envie de liberté, par le côté rebelle contestataire, si on peut dire. Mais c'est marrant parce qu'il y a aussi... Enfin, on pourrait se dire, depuis le début, je trouve qu'en sous-texte, on pourrait se dire que Kafka fait une critique de la société du travail en un sens. Moi, j'aurais tendance à dire ça plutôt. Ou du moins de la société administrative. Et donc on pourrait se dire que Kafka fait une sorte de critique de cela. Et là, il y a un peu des nuances. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un peu des nuances. Ou par exemple, surtout sur le dernier chapitre, moi perso, c'est quelque chose qui me parle énormément. Sur le dernier chapitre, le fait de dire que K, en faisant ce qu'il fait, certes il est très libre, mais certes ça n'a plus... Enfin, certes il est très libre et il est libre d'aller dans des endroits interdits et d'y rester, etc. etc. Mais en contrepartie, il se retrouve très seul parce que le cocher qui était plus dans le côté fraternel, etc., le délaisse. L'homme un peu plus de haute situation, pareil, comment dire, le méprise en quelque sorte. Et moi je trouve que ouais, ça nuance vachement le propos de la critique du coup de cela, dans le sens où d'un seul coup K, il se retrouve
presque ridicule entre guillemets de chercher autant la liberté parce que bah du coup il a le cul entre deux chaises, il fait rien entre guillemets. Enfin ouais c'est, je sais pas. J'ai l'impression que c'est des situations que je vis beaucoup IRL perso. L'impression d'être ouais, un peu solitaire, un peu moqué, un peu machin, parce que j'ai un avis très tranché sur les choses. Enfin, très tranché. Parce que j'ai un avis différent, du moins, on va dire, sur pas mal de sujets qui font que je fais des choix de vie, qui font que je me retrouve seul et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Et ouais, je sais pas, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et justement, il y a la critique poussée jusqu'au truc de bah ouais, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir ta liberté si au final tu te retrouves dans un flou artistique tout seul à rien faire, etc. Enfin ouais. Je trouve ça intéressant qu'il y ait ce genre de. Comment dire? Qu'il y ait ce genre de réflexion et que ce soit pas juste de la critique du système, mais qu'il y ait aussi des, voilà, des nuances et des contre-pieds, des contrepoints si on peut dire. Si Kael, tu fais les bons choix, t'inquiète pas. N'importe quoi. Tu ne me connais pas, IRL, Zikael, voyons. Et du coup, je ne sais même pas si je l'ai dit. Je me tape les doigts encore, mais bonsoir Jumpy. Merci d'être là, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, cher ami. En fait, je me perds tellement en monologue et j'ai tellement pas envie de perdre le fil de ma réflexion que des fois je vois un message dans le chat et je me dis ah ok, il faut que je dise bonjour après que j'ai fini de parler. Puis en fait je digresse, je digresse et puis 20 minutes après je suis en mode ah bonjour. Bah, c'est terrible. Je suis une vraie pipelette. C'est marrant parce que bon, encore une fois c'est ma life et c'est pas très intéressant à raconter mais disons que c'est marrant, je le fais très court parce que voilà, ça n'a rien à voir avec les lives de lecture, enfin, bref, pas grand chose, mais c'est que je dirais, j'ai pas l'impression d'être forcément très timide. Enfin, je sais pas, je dirais que je suis plus réservé dans le sens où j'ai l'habitude de dire que en 1v1, genre avec une personne, je vais savoir parler sans souci et voilà. Après, c'est quand je vais être en groupe où je vais plus avoir tendance à m'effacer parce que, en fait, je trouve que c'est pas une bonne manière de discuter d'être trop nombreux en fait. Parce que du coup, j'ai l'impression que personne s'écoute, que personne n'a le temps de vraiment parler et de développer une idée. Donc du coup, parler à de nombreuses personnes, bah, je trouve qu'il y a toujours des gens qui finissent par se faire un petit peu, je trouve pas le mot, lésés entre guillemets, dans le sens où bah, elles vont avoir moins de temps de parole parce que et ne pas être comprises parce qu'elles n'ont pas un tempérament à être sûres d'elles et à prendre la parole, etc., etc. Enfin voilà. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas le meilleur mode de communication d'avoir une conversation à beaucoup. Ce qui fait que souvent, je me mets en retrait dans les conversations à plusieurs, mais en 1v1, je suis très, je suis très bavard. Et j'ai tendance à dire aussi que je peux devenir insupportable et que je peux devenir une vraie pipelette et qu'il faut savoir me dire ta gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ta gueule, genre le message. Non mais en fait c'est marrant parce que quelque part le live c'est c'est à la fois la forme la plus poussée de ce que je suis en train de raconter et à la fois ce qui va réussir à contrer cela. C'est un petit peu l'exception, c'est-à-dire que je parle seul et en même temps je parle à plein de gens. Du coup, j'arrive à débiter et à dire plein de conneries et voilà, et à digresser et à être pipelette. Et en même temps, il y a vos retours à l'écrit et du coup voilà, il y a quand même un dialogue. C'est sûr que c'est pas aussi, bon encore une fois c'est à mon goût, hein, c'est pas aussi euh, efficace on va dire. J'avais envie de dire agréable, mais disons que c'est différent. En tout cas, c'est pas aussi efficace qu'une discussion 1v1, mais au moins ça me semble plus efficace qu'une discussion 1v1, v1, 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 où là on est entre guillemets 1 versus 12 000. Après, c'est plus chiant pour d'autres choses parce que beaucoup de gens m'ont déjà demandé de faire des lives de débat et m'ont dit bah pourquoi tu fais pas des lives de débat vu que tu parles souvent dans les pauses machin là. Et en fait, bah pareil, je trouve ça très dérangeant parce que pour le coup, on n'est pas à égalité en un sens.
Et pour le coup, ça m'emmerde de polariser l'attention et de polariser la parole. Parce que du coup, ça fait. Enfin, déjà, ça crée un déséquilibre dans le dialogue, quoi. Si je faisais des débats, je pense que j'en ferais avec des gens en live déjà. Parce que ouais, ça crée un déséquilibre où moi je parle et je peux dire tout ce que je veux. Et vous me faites des retours à l'écrit, ce qui est déjà plus long. Mais ce qui a l'avantage d'être plus réfléchi normalement. Alors que moi j'ai le piège de tout balancer comme ça me vient et que je suis pas à l'abri de sortir une énorme connerie avant de me rendre compte que c'est une énorme connerie. Alors que vous normalement à l'écrit voilà vous pouvez vous dire ah oui non ça je vais pas le dire c'est débile. Hop. Donc enfin voilà je trouve qu'il y a tout un tas d'inégalités qui se créent par cela qui font que les lives de débat mitigés. Et en même temps, comme je disais, bah, c'est plutôt cool pour communiquer et j'adore interagir avec vous dans le chat. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais je pense qu'on peut mettre en grosse conclusion, je suis bavard. Voilà. Le truc horrible, j'ai l'impression de me perdre, j'ai l'impression d'être dans des sables mouvants En fait, c'est des sables mouvants de mots. Et j'arrête pas de courir comme ça et je me perds dans les mots et je m'enfonce dans les mots. Bref. Et du coup, bonsoir Neiris, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien, cher ami, ça me fait plaisir de te voir. Dépend si tu donnes une conf ou si c'est juste pour discuter. Ah oui, bah oui, c'est sûr, voilà, c'est ça. Il y a différents moyens de communication, c'est sûr. C'est sûr, ça dépend vachement de ce que tu fais. Mais justement, enfin, en somme, même si on peut toujours révolutionner les choses et on peut toujours jouer avec la forme, etc. En somme, il y a beaucoup de règles, de conventions, etc. sur toutes les formes de dialogue, de discours, etc. Ouais, voilà, les formes de discours, ça va mieux. Sur les formes de discours, et du coup, implicitement, les formes de discours, comme un peu les formes littéraires en soi, ont leurs avantages et leurs défauts. Alors après, tu peux essayer de les briser, etc. Mais je trouve qu'il faut prendre ça en compte en top position avant d'ensuite pouvoir profiter du contenu du discours. Enfin bref. Je pars sur des trucs, mais faut m'arrêter, hein. Je vous ai dit de me dire ferme ta gueule. je sens sur YouTube les commentaires ferme ta gueule, ça va être terrible. S'il vous plaît, n'en mettez pas parce qu'après les gens qui se baladent sur les vidéos, ils vont voir ça, ils vont être en mode ah bah ça veut dire qu'il est pas cool. S'il vous plaît, ne faites pas. Le truc horrible, je demande de ferme ta gueule, je suis vraiment un con. Bref. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé et je pense qu'on va reprendre la lecture sans plus attendre. Il demande et après il veut pas. Perso, je préfère participer les gens quand je donne des cours, c'est plus lucratif, je trouve. Ah, tu donnes des cours, Negris? Et ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté participatif. Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait de l'interaction au maximum. De toute manière, j'ai l'habitude de dire que pour moi, la base de tout, c'est le dialogue, c'est la discussion. Et les gens qui refusent la discussion, mais je suis très très énervé par ça parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de bêtise. C'est une sorte de fermeture au monde, quoi. C'est une sorte de j'ai pas envie de parler avec toi, je suis meilleur que toi, j'ai pas besoin de ta discussion, c'est bon. Je trouve ça énervant au possible. Bref. Ouais, des cours de graphic design, Photoshop, Illustrator, InDesign. Ah, mais pour adultes, donc c'est différent. Ah, c'est grave cool. C'est l'éducation déjà, après on parle. Mais ouais, voilà, mais en vrai c'est grave cool, Néris. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait, c'est qu'il y a tellement de formats, tellement de discours différents, et on y est semi-préparé. Enfin, ça va faire genre hyper vieux con, mais j'ai l'impression par exemple que les générations suivantes ne se rendent pas du tout compte de la différence entre vie privée et vie publique par exemple. Ça c'est un truc dont je me rends compte vachement souvent sur Twitter, sur YouTube, même dans les lives, où parfois j'ai l'impression qu'il y a un mec qui arrive et il me parle mais comme si j'étais son pote,
Sauf que mon pote, je le traite de connard, etc. Mais on a une connivence et on est potes et on sait qu'on est potes. Le mec qui me traite de connard pour faire de l'humour comme si j'étais son pote alors que je ne le connais pas, j'ai envie de lui foutre des tartes. Enfin bon, bref. Donc ouais, j'ai l'impression que justement c'est de plus en plus flou et que ça se perd de plus en plus ce genre de barrière vie privée, vie publique, discours public, discours privé, discours écrit, discours oral, ou pareil, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence parce que comme je le disais tout à l'heure, à l'oral, ton cerveau peut aller, enfin, ta langue peut aller plus vite que ton cerveau plutôt. Donc du coup, tu peux dire des grosses conneries et après te reprendre, etc. Et voilà, mais les gens vont garder la connerie en tête, alors qu'à l'écrit, tu peux plus travailler. Donc voilà, enfin ouais, je trouve que les gens font pas assez gaffe à tout ce genre de choses. Euh, La nouvelle génération, c'est une catastrophe. En troisième, ils savent pas lire et écrire, c'est des putains d'attardés. Oula. J'ai pas envie de faire des généralisations sur ce genre de choses. Parce que voilà, je me dis que c'est des généralisations. Et je me dis que c'est pas vrai, que je suppose que grosso modo, la majeure partie des gens s'en sortent très très bien et y a pas de souci. Après, c'est sûr que les réseaux, les réseaux sociaux, Internet, les écrans, YouTube, etc. Puis même de manière globale, la société moderne, si on peut dire, on va dire créer de nouveaux problèmes et de nouvelles zones de flou. Et disons, voilà, je dirais c'est plus facile de tomber dans des travers, quoi. Disons qu'il y a plus de pièges tendus. Voilà, c'est un peu ça le truc. Il y a plus de pièges tendus et du coup, c'est plus facile de tomber dans ces travers. J'ai tendance très souvent, bon après, ça, c'est encore une fois, c'est que ma manière de penser, mais j'ai tendance très souvent à pas blâmer les gens directement et à me dire que c'est pas de leur faute, mais plus de la faute de leur environnement, de la chance ou de la malchance qu'ils ont eu avec leur environnement familial et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais bon, j'ai donné quelques cours d'art appliqué à des troisièmes, je te jure, j'ai eu peur. Ouais, après, je te comprends aussi, hein. C'est sûr que je pense qu'on est nombreux à avoir ce genre de réflexion. Mais j'avoue que, bah, par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Par exemple, euh, je vais sur Facebook tous les jours regarder mes souvenirs. C'est un petit truc à la con que je fais. Et quand je regarde mes souvenirs Facebook, parfois des souvenirs qui datent d'il y a 2-3 ans. Hein. Donc il y a 2-3 ans, j'avais 22 ans. Hein. Ok, donc j'étais un adulte, j'étais même sorti d'études de lettres modernes, donc voilà, normalement je sais écrire, je sais parler, etc. Et il y a des trucs que je vois, que j'ai posté il y a 2-3 ans sur Facebook, et où je me dis, mais putain, mais je suis un teubé fini, enfin je sais pas écrire, je dis de la merde, etc., etc. Donc après, faut nuancer le propos, je pense. Je pense que voilà, on est tous entre guillemets, plus méga guillemets partout, con quand on est jeune. Et en vrai, je sais même pas si ça change beaucoup, c'est juste que voilà, on change nos perceptions, disons. Quand je donne cours, le plus compliqué est de motiver l'élève à essayer de comprendre, après ça va quasi tout seul, dans la plupart des cas. Mais ça, je comprends tellement. Ça, je comprends tellement, j'étais un peu pareil, enfin, un peu pareil. Quand j'étais petit, je chialais pendant je ne sais combien de temps parce que je voulais pas faire mes devoirs, et que je disais que je comprenais pas, que j'arrivais pas, etc., etc. Et il fallait que ma mère se mette à côté de moi. Et une fois que ma mère se mettait à côté de moi, même si elle ne m'aidait pas, même si elle ne pardon, même si elle ne m'aidait pas à comprendre l'exercice, à faire l'exercice ou quoi que ce soit, juste le fait qu'il y ait une présence, et bah d'un seul coup, ça débloquait tout et je finissais en 2 secondes et voilà quoi. Je pense qu'on a tous des, je pense qu'on a tous des déclencheurs différents, etc. Un peu comme j'en parlais dans l'intro quoi. On a tous des prises de conscience, etc. Et puis après des événements déclencheurs qui vont faire que ces prises de conscience se matérialisent en une action concrète, quoi. Mais ouais, je pense que ouais. Faut pas. Selon moi, je prends toujours des méga pincettes à dire selon moi, selon mon opinion, etc., etc. Parce que pareil, j'ai pas envie d'être mal compris sur internet parce que ça peut partir loin pour de la merde. Mais selon moi, ouais, faut essayer de pas faire trop de généralités et bon après ouais, il y a des trucs c'est dommage, mais disons, je préfère voir la chose d'une manière positive en se disant bah on va l'améliorer et ça peut s'améliorer et ainsi de suite,
que de se dire c'est une généralité et c'est la merde et c'est fini. Yep, c'est exactement ça, j'ai un élève, il fait tout correctement quand je regarde faire sans dire un mot et puis il rate tous ses contrôles. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. Mais en vrai, oui, c'est tout un. Enfin, là, pour le coup, on a un peu dérivé la conversation sur les enfants. Et pour le coup, l'éducation des enfants, c'est des sujets. C'est des sujets tellement vastes qui recouvrent tellement de domaines que c'est hyper compliqué d'en débattre là comme ça à la volée en live. Euh, et je pense pas être très qualifié sur ces sujets pour le coup. Et je pense avoir des idées un peu particulières aussi, donc enfin, voilà, un peu minoritaire on va dire. Mais leur apprendre à lire en phonétique, c'est qui l'abruti qui a eu cette idée? Bah ça tu vois par exemple Néris, c'est marrant parce que dans ma famille j'ai beaucoup de profs. Et ouais, quasi à tous les repas de famille, j'entends parler de ce genre de choses, ah, il y a eu tel changement, maintenant on apprend les choses de telle manière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de manière globale, c'est vrai que, bah, encore une fois, c'est ce que je disais, je me sens pas qualifié là-dessus, parce que même si c'est familier pour moi, même si j'en entends beaucoup parler, j'ai du mal à moi-même me dire, ouais, c'est des bonnes ou des mauvaises idées. J'ai l'impression que c'est juste des méthodes différentes qui ont leurs avantages ou leurs désavantages sur certains points, et je sais pas dire ce qui serait le mieux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ouais. En tout cas, perso, je m'y connais pas dans ces domaines, personnellement. Bref, j'ai énormément dérivé, ça n'a plus aucun sens. Ce live va faire 12 heures. Bon, en vrai, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a parlé et parler, c'est bien. Parler, c'est cool. Euh, Le prochain chapitre fait encore. Ouais, c'est ça. Encore 10 pages. Et au final, vu qu'on a pas mal parlé, j'ai un petit peu parlé dans l'intro, on a pas mal parlé lors des pauses. Bah du coup, je crois que je ne vais plus forcément relire de chapitre après celui-là. Donc ça sera le dernier chapitre de ce soir, le troisième et dernier de ce soir, le chapitre 9, lutte contre l'interrogatoire. Ça promet. Euh, et du coup, pas de soucis, Neiris. Merci, c'était hyper intéressant de dialoguer avec toi, justement, de débattre avec toi. Donc, merci de ta présence et de tes remarques, c'est vachement cool. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Chers amis, on est parti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre s'il y a encore d'autres personnes. Et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici 15-20 minutes pour l'outre du live. A tout à l'heure. Chapitre 9. Lutte contre l'interrogatoire. Et il s'arracha de ces lieux et rentra dans le bâtiment, cette fois sans longer le mur, mais par le milieu, à travers la neige. Dans l'entrée, il rencontra l'aubergiste qui le salua sans un mot et lui indiqua la porte de la salle. Il suivit cette indication, car il était transi et souhaitait voir des visages humains. Mais grande fut sa déception lorsqu'il vit assis à une petite table sans doute dressée pour l'occasion, car d'habitude on se contentait de tonneaux, le jeune monsieur, et spectacle angoissant pour K, la patronne de l'auberge du pont, debout devant lui. Pépi, fière, la tête haute, un éternel sourire aux lèvres, consciente de son irrécusable dignité, agitant sa natte à chaque mouvement, allait et venait en toute hâte, apportant de la bière, puis de l'encre et des plumes, car après avoir déplié devant lui des documents, le monsieur comparait des dates qu'il trouvait sur un premier document, puis sur un deuxième à l'autre bout de la table, et se disposait à écrire. De sa haute stature, les lèvres légèrement retroussées, l'air détendu, la patronne regardait en silence le monsieur et les documents, comme si elle avait dit tout ce qui s'imposait, et que ses paroles avaient reçu bon accueil. Voilà monsieur l'arpenteur, dit le monsieur à l'entrée de K, en levant rapidement les yeux avant de se replonger dans ses papiers. La patronne, elle aussi, se contenta d'effleurer K d'un regard indifférent et sans surprise. Quant à Pépi, elle ne parut le remarquer que lorsqu'il s'approcha du comptoir et commanda un cognac. Appuyé sur le comptoir, K pressa sa main sur ses yeux sans s'occuper de rien. Puis il but une petite gorgée de cognac et repoussa le verre en le déclarant imbuvable. « Tous les messieurs en boivent » fit Pépi sèchement. Elle jeta le reste, lava le petit verre et le rangea sur l'étagère. « Les messieurs en ont aussi de meilleurs » fit K.
Peut-être, dit Pépi, mais pas moi. Et après s'être ainsi débarrassée de K, elle se remit à la disposition du monsieur. Mais celui-ci n'ayant besoin de rien, elle se contenta d'aller et venir en demi-cercle derrière lui, essayant de jeter respectueusement un coup d'œil sur les documents par-dessus son épaule, mais c'était par pure curiosité, et pour se donner des grands airs, ce que la patronne condamnait elle aussi en fronçant les sourcils. Soudain, la patronne tendit l'oreille, et resta les yeux dans le vide en écoutant attentivement. K se retourna, il n'entendait rien de particulier, les autres non plus ne semblaient rien entendre, mais la patronne courut à grandes enjambées, et sur la pointe des pieds, vers la porte du fond qui donnait sur la cour. Elle regarda par le trou de la serrure, puis les yeux écarquillés, le visage en feu, elle se tourna vers les autres, du doigt leur fit signe de s'approcher, et ils se mirent à regarder tour à tour. Bien sûr, la patronne était aux premières loges, mais Pépi n'était pas en reste. Le monsieur était relativement le plus indifférent des trois. Pépi et lui ne tardèrent d'ailleurs pas à revenir, et la patronne continua seule à regarder au prix de 1000 efforts, pliée en deux, presque à genoux. On eût presque dit qu'elle implorait la serrure de la laisser passer à travers, car il n'y avait sans doute plus rien à voir depuis longtemps. Enfin, elle se releva, passa ses deux mains sur son visage, se recoiffa, respira profondément, et sembla devoir à contre-cœur réaccoutumer ses yeux à la salle et à ses occupants. Alors, K demanda, non pour s'entendre confirmer ce qu'il savait déjà, mais pour prévenir une attaque qu'il redoutait presque, tant il était maintenant vulnérable. Clam vient donc de partir? La patronne passa devant lui sans mot dire, mais de sa petite table le monsieur lui dit. Oui, bien sûr. Comme vous aviez arrêté de monter la garde, Clam pouvait partir. C'est étonnant comme il est sensible. Vous avez remarqué, madame la patronne, avec quelle inquiétude Clam regardait autour de lui. La patronne ne semblait pas l'avoir remarqué, mais le monsieur continua. Bon, heureusement on ne voyait plus rien, le cocher avait même balayé les traces de pas dans la neige. Madame la patronne n'a rien remarqué, dit K sans le moindre espoir, simplement irrité par l'affirmation du monsieur, qui se voulait si péremptoire et sans appel. Peut-être que je ne regardais pas par la serrure à ce moment précis, fit d'abord la patronne pour protéger le monsieur. Puis, voulant aussi rendre justice à Clam, elle ajouta. En tout cas, je ne crois pas que Clam soit si sensible que ça. C'est nous sans doute qui tremblons pour lui et cherchons à le protéger en supposant qu'il est extrêmement sensible. Tant mieux, c'est sûrement la volonté de Clam. Mais ce qu'il en est réellement, nous l'ignorons. Clam ne parlera certainement jamais à quelqu'un s'il ne veut pas lui parler, quels que soient les efforts de cet individu, et même s'il insiste au-delà des limites supportables, mais le fait que Clam ne lui parlera jamais, ne le laissera jamais apparaître devant lui, ce fait à lui seul suffit. Pourquoi ne pourrait-il pas supporter la vue de quelqu'un? En tout cas, c'est indémontrable, car jamais ce cas de figure ne se présentera. Le monsieur s'empressa d'acquiescer. Bien sûr, c'est aussi mon avis au fond, fit-il. Si je me suis exprimé de manière un peu différente, c'était juste pour me faire comprendre de monsieur l'arpenteur. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'il est sorti à l'air libre, Clam a plusieurs fois regardé autour de lui. Peut-être qu'il me cherchait, fit K. C'est possible, dit le monsieur. L'idée ne m'avait pas effleuré. Ils éclatèrent tous de rire, et Pépi, qui ne comprenait presque rien, rit plus fort que tous les autres. Puisque nous voilà ensemble de si joyeuse humeur, reprit le monsieur, je vous serais très reconnaissant, monsieur l'arpenteur, de me fournir quelques indications pour compléter mon dossier. On écrit beaucoup ici, dit K en regardant de loin les documents. Oui, c'est une mauvaise habitude, fit le monsieur en riant de nouveau, mais peut-être ne savez-vous pas encore qui je suis. Je suis Momus, le secrétaire de Clam pour le village. À ces mots, le sérieux se répandit dans toute la salle. La patronne et Pépi connaissaient évidemment bien le monsieur, et pourtant elles furent comme frappées de stupeur à la mention de ce nom et de ce titre. Et même le monsieur, comme si ces paroles dépassaient son propre entendement, et pour échapper à l'atmosphère solennelle qu'elle répandait, se plongea dans ses documents et se mit à écrire, si bien que dans la pièce, on n'entendait que le grattement de sa plume. « Qu'est-ce que c'est donc, secrétaire pour le village » demanda K au bout d'un instant. Après s'être présenté, Momus, ne jugeant plus convenable de fournir lui-même ce genre d'explication, la patronne répondit à sa place. « Monsieur Momus est secrétaire de Clam, comme n'importe quel autre secrétaire de Clam, mais son siège administratif est aussi, sauf erreur, sa juridiction. » Momus cessa d'écrire pour secouer énergiquement la tête, et la patronne rectifia. « Bon, seul son siège administratif correspond aux limites du village, non sa juridiction. Au village, monsieur Momus s'acquitte pour Clam des écritures s'avérant nécessaires, et il est le premier à recevoir les requêtes émanant du village à l'intention de Clam. »
toujours peu impressionnée, K fixait sur la patronne des yeux inexpressifs. Un peu confuse, elle ajouta. C'est organisé ainsi. Tous les messieurs du château ont leur secrétaire pour le village. Momus, qui avait été beaucoup plus attentif que K, dit à la patronne pour compléter. La plupart des secrétaires de village travaillent pour un seul monsieur. Moi je travaille pour deux, Clam et Valaben. Oui, dit la patronne en retrouvant la mémoire, et elle se tourna vers K. Monsieur Momus travaille pour deux messieurs, Clam et Valaben. Il est donc doublement secrétaire pour le village. Doublement secrétaire, voyez-vous ça, dit K. Et comme avec un enfant qu'on vient d'entendre féliciter, il fit un signe de tête à Momus qui, s'étant à moitié penché en avant, le dévisageait ouvertement. S'il y avait dans ce geste un certain mépris, soit il passa inaperçu, soit c'était l'effet recherché. K n'était pas digne d'être vu par Clam, même par hasard, et pourtant on lui décrivait par le menu les mérites d'un de ses proches, avec l'intention manifeste de lui inspirer respect et éloge. Cependant, K ne se rendait pas bien compte de tout cela, lui qui cherchait à tout prix à entrevoir Clam avec par exemple peu de considération pour la position d'un individu comme Momus, qui avait le droit de vivre sous le regard de Clam. K était loin de l'admirer ou de l'envier, car ce n'était pas en soi la proximité de Clam qu'il jugeait désirable, mais d'arriver tout seul, lui, K, lui, et pas un autre, avec ses propres aspirations, jusqu'à Clam, et non pour se reposer à ses côtés, mais pour passer devant lui, et aller plus loin, jusqu'au château. K regarda sa montre, et dit « Il faut que je rentre maintenant. » Aussitôt la situation se modifia en faveur de Momus. « Bien sûr, » fit ce dernier, « vos devoirs de concierge à l'école vous appellent, mais il faut que vous me consacriez encore un instant, juste 2 ou 3 questions rapides. » « Je n'ai pas envie, » fit K, et il se dirigea vers la porte. Momus fit claquer un document sur la table et se leva. « Au nom de Clam, je vous ordonne de répondre à mes questions. »« Au nom de Clam ?» répéta K. « Mes affaires le préoccupent donc. »« Là-dessus, fit Momus, je n'ai pas d'opinion et vous encore moins, sans doute. Laissons-le donc agir en toute confiance. Mais en vertu des fonctions qui m'ont été conférées par Clam, je vous ordonne de rester et de répondre. » « Monsieur l'arpenteur, » intervint la patronne, « mes précédents conseils avaient beau partir des meilleures intentions, vous les avez rejetés de manière inouïe. Je me garde donc bien de vous en donner de nouveaux. Je suis juste venu trouver monsieur le secrétaire, car je n'ai rien à cacher, pour informer comme il convient les autorités de votre conduite et de vos intentions, et pour m'assurer une fois pour toutes que vous ne soyez plus jamais logé chez moi. Voilà où en sont nos rapports, et ils en resteront là. Si je donne donc mon avis, ce n'est pas pour vous aider, mais pour faciliter un peu à monsieur le secrétaire la lourde tâche qui consiste à traiter avec un homme de votre acabit. Mais parce que je suis d'une parfaite franchise, justement, je ne peux qu'être franche dans mes relations avec vous, et même ainsi c'est à contre-cœur. Vous pouvez vous aussi tirer profit de mes paroles si cela vous chante. Je vous signale donc, éventuellement, que votre seule voie d'accès à Clam est celle-ci, et passe par les procès-verbaux de monsieur le secrétaire. Mais je ne veux pas exagérer. Peut-être ne va-t-elle pas jusqu'à Clam, peut-être s'interrompt-elle loin de lui. C'est au bon plaisir de monsieur le secrétaire d'en décider. Pour vous, en tout cas, c'est la seule voie qui aille au moins dans cette direction. Et vous voulez y renoncer par simple défi. Voyons, madame la patronne, fit K. Ce n'est pas la seule voie d'accès à Clam, et elle ne vaut pas mieux que les autres. Et c'est vous, monsieur le secrétaire, qui décidez si ce que je pourrais dire ici peut ou non parvenir aux oreilles de Clam. En effet, dit Momus en baissant fièrement les yeux, pour regarder à droite et à gauche, où il n'y avait rien à voir. Pourquoi serais-je secrétaire autrement? Eh bien, vous voyez, madame la patronne, dit K, ce n'est pas une voie d'accès à Clam qu'il me faut, mais d'abord à monsieur le secrétaire. C'est cette voie que je voulais vous ouvrir, fit la patronne. Ne vous ai-je pas offert ce matin de transmettre à Clam votre requête? Monsieur le secrétaire aurait servi d'intermédiaire, mais vous avez refusé, et pourtant c'est la seule voie qui vous reste. Certes, après votre scène d'aujourd'hui, après votre tentative de guet-apens contre Clam, vos chances de réussite sont encore plus minces. Mais ce dernier espoir infime qui s'estompe, qui enfin n'existe pas, est le seul que vous ayez. Madame la patronne, dit K, comment se fait-il que vous vous soyez d'abord tant démenée pour m'empêcher d'arriver jusqu'à Clam, et qu'à présent vous preniez tant à cœur ma requête, et sembliez me croire d'une certaine façon perdu si mes projets échouent? Si l'on a pu en toute sincérité me dissuader de chercher à voir Clam, comment peut-on avec la même apparente sincérité me pousser sur la voie qui mène à lui, quand bien même elle pourrait ne pas mener jusqu'à lui? Est-ce que je suis en train de vous pousser? Fit la patronne. Dire que vos tentatives sont sans espoir, c'est vous pousser. Mais ce serait vraiment le comble de l'impertinence de chercher ainsi à me rendre responsable de vos actes. Est-ce la présence de monsieur le secrétaire qui vous donne cette envie, peut-être? Non, monsieur l'arpenteur, je ne vous pousse à rien du tout. La seule chose que je puisse avouer, c'est que, la première fois que je vous ai vu, je vous ai peut-être un peu surestimé.
La rapidité de votre victoire sur Frida m'a épouvanté. J'ignorais de quoi vous étiez encore capable. Je voulais prévenir d'autres malheurs, et j'ai cru seulement pouvoir y parvenir en essayant de vous ébranler par des supplications et des menaces. Entre-temps, j'ai réfléchi plus posément à toute l'affaire. Faites ce que vous voudrez. Vos actions laisseront peut-être de profondes traces de pas dans la neige dehors dans la cour, mais c'est tout. La contradiction ne me semble pas entièrement levée, fit K. Pourtant je m'estime satisfait de l'avoir signalé. Maintenant je vous prie de me dire, monsieur le secrétaire, si madame la patronne a raison de croire que le procès-verbal que vous voulez dresser pourrait me permettre de comparaître devant Clam. Si c'est le cas, je suis prêt à répondre aussitôt à n'importe quelle question. Je suis prêt à tout, dans cette perspective. Non, fit Momus, il n'y a aucun lien entre les deux choses. En ce qui me concerne, il s'agit juste d'obtenir une description exacte de cet après-midi pour les archives de Clam au village. Cette description est prête, il faut simplement que vous combliez 2 ou 3 lacunes par souci d'ordre. Aucun autre objectif n'existe, ni ne peut être atteint. K regarda la patronne en silence. « Pourquoi me regardez-vous » demanda la patronne. « Vous ai-je dit autre chose, peut-être ? C'est toujours pareil, monsieur le secrétaire, c'est toujours pareil. Il falsifie les renseignements qu'on lui donne, et prétend ensuite avoir été mal renseigné. Je lui dis depuis toujours, et je lui ai répété aujourd'hui, qu'il n'a pas le moindre espoir d'être reçu par Clam. Or, s'il n'y a pas le moindre espoir, il n'en aura pas davantage grâce à ce procès-verbal. Peut-on être plus clair ? J'ajoute que ce procès-verbal est son seul véritable lien officiel avec Clam. Cela aussi est suffisamment clair et incontestable. Mais puisque, au lieu de me croire, il persiste à espérer pouvoir atteindre Clam, j'ignore pourquoi et dans quel but, la seule chose qui puisse l'aider, en suivant sa logique, c'est son unique véritable lien officiel avec Clam, autrement dit ce procès-verbal. Voilà tout ce que j'ai dit. Et affirmer autre chose, c'est déformer mes paroles. Dans ce cas, madame la patronne, dit K, je vous prie de m'excuser. Je vous ai mal comprise, car je croyais, à tort comme je le constate à présent, avoir décelé dans vos propos qu'il me restait un infime espoir. Absolument, dit la patronne, c'est bien mon opinion. Vous déformez de nouveau mes propos, mais cette fois en sens inverse. Cet espoir existe pour vous, à mon avis, et il repose exclusivement sur ce procès-verbal. Mais vous ne pouvez pas pour autant assaillir monsieur le secrétaire en lui demandant « Aurais-je le droit de voir Clam si je réponds aux questions ?» Un enfant qui pose ce genre de questions, on en rit, mais quand c'est un adulte, il porte atteinte à la dignité de la fonction, ce que monsieur le secrétaire a eu la bonté de dissimuler par sa réponse pleine de finesse. Mais l'espoir dont je parle tient à ce que, grâce à ce procès-verbal, vous établirez une sorte de lien, peut-être une sorte de lien avec Clam. N'est-ce pas là un espoir suffisant ? Si l'on vous demandait à quel mérite personnel vous devez une telle aubaine, pourriez-vous en citer un seul ? Bien sûr, on ne peut rien dire de plus précis sur cet espoir, et monsieur le secrétaire en particulier, de par ses fonctions officielles, ne pourra jamais y faire la moindre allusion. Pour lui, il s'agit juste, comme il l'a dit, d'obtenir pour la bonne règle une description de cet après-midi. Il n'en dira pas plus, même si vous l'interrogez là, tout de suite, à propos de mes paroles. Clam lira-t-il donc ce procès-verbal, monsieur le secrétaire ? Demanda K. Non, fit Momus. À quoi bon ? Clam ne peut tout de même pas lire tous les procès-verbaux. Il n'en lit même aucun. Fichez-moi la paix avec vos procès-verbaux, a-t-il coutume de dire. Monsieur l'arpenteur, gémit la patronne, vous m'épuisez avec vos questions. Est-il nécessaire ou même seulement souhaitable que Clam lise ce procès-verbal et prenne connaissance par le menu du néant de votre vie ? Ne préféreriez-vous pas demander très humblement qu'on dissimule à Clam ce procès-verbal ? Cette requête serait d'ailleurs aussi déraisonnable que la précédente, qui peut en effet dissimuler quoi que ce soit à Clam, mais elle révélerait tout de même une personnalité plus sympathique. Et est-ce même nécessaire à ce que vous appelez votre espoir ? N'avez-vous pas déclaré en personne que vous seriez satisfait d'avoir juste l'occasion de parler en présence de Clam sans même qu'il vous regarde et vous écoute ? Et est-ce que ce procès-verbal ne vous garantit pas au moins cela, voire beaucoup plus ? Beaucoup plus ? Demanda K. Comment cela ? Si vous cessiez de vouloir toujours comme un enfant qu'on vous présente tout sous une forme comestible, s'écria la patronne. Comment répondre à vos questions ? Vous l'avez entendu, le procès-verbal va aux archives de Clam pour le village. On ne peut rien en dire d'autre avec certitude. Mais connaissez-vous déjà toute l'importance du procès-verbal, de monsieur le secrétaire et des archives du village ? Savez-vous ce que cela signifie d'être interrogé par monsieur le secrétaire ? Peut-être, ou sans doute, ne le sait-il pas lui-même. Il est là, tranquillement assis, et il fait son devoir, pour la bonne règle, comme il l'a dit. Mais songez que Clam l'a désigné, qu'il travaille au nom de Clam, que tout ce qu'il fait, même si cela n'arrive jamais jusqu'à Clam, a son aval. Et comment une chose peut-elle avoir l'aval de Clam sans être habitée par son esprit ? Loin de moi l'idée de vouloir grossièrement flatter monsieur le secrétaire, il ne le tolérerait pas lui-même. Je ne parle pas de lui en tant qu'individu, mais de ce qu'il est,
quand il a l'aval de Clam, comme à présent. Alors il est un instrument dans la main de Clam, et malheur à qui ne lui obéit pas. K ne craignait pas les menaces de la patronne. Il était las des espoirs qu'elle lui faisait miroiter. Clam était loin, la patronne l'avait une fois comparé à un aigle, et K avait trouvé cela ridicule, mais plus maintenant. Il songeait à l'éloignement de Clam, à son imprenable demeure, à son mutisme entrecoupé peut-être seulement de cris comme K n'en avait jamais entendu, à son regard altier et pénétrant, toujours impossible à prouver ou à réfuter. Au cercle, indestructible, depuis l'abîme où se trouvait K, qu'il traçait là-haut selon des lois incompréhensibles, visibles seulement par intermittence. Tout cela était commun à l'aigle et à Clam. Mais assurément, c'était sans rapport avec le procès-verbal sur lequel Momus était en train de rompre un bretzel pour accompagner sa bière, en parsemant tous ses papiers de sel et de cumin. « Bonne nuit, dit K. J'ai horreur des interrogatoires. » Et il se dirigea pour de bon vers la porte. « Le voilà qui s'en va malgré tout, » dit Momus à la patronne d'une voix presque angoissée. « Il n'osera pas, » fit celle-ci. K n'entendit pas la suite, il était déjà dans l'entrée. Il faisait froid et un vent violent soufflait. L'aubergiste sortit d'une porte juste en face, il semblait avoir surveillé l'entrée à travers le judas. Il dut rabattre autour de lui les pans de son habit, tant le vent soufflait fort, même dans l'entrée. « Vous partez déjà, monsieur l'arpenteur » fit-il. « Cela vous étonne » demanda K. « Oui, fit l'aubergiste. « On ne vous a donc pas interrogé » ?»« Non, fit K. Je ne me suis pas laissé interroger. »« Pourquoi pas » demanda l'aubergiste. « Je ne vois pas, dit K. Pourquoi je devrais me laisser interroger? Pourquoi je devrais me soumettre à une plaisanterie ou à une lubie de l'administration? Peut-être qu'une autre fois je l'aurais fait par plaisanterie ou par lubie moi-même, mais pas aujourd'hui. »« Oui, bien sûr, fit l'aubergiste, mais il acquiesçait poliment, sans conviction. »« Maintenant je dois laisser rentrer les serveurs dans la salle, fit-il ensuite. L'heure est passée depuis longtemps. Mais je ne voulais pas déranger l'interrogatoire. »« Vous le jugiez donc si important ? Demanda K. Oh oui, fit l'aubergiste. Alors je n'aurais pas dû le refuser ? Demanda K. Non, dit l'aubergiste, vous n'auriez pas dû. Et devant le mutisme de K, il ajouta, soit pour le consoler, soit pour sortir plus vite. Allons, allons, il ne va pas pour autant se mettre à pleuvoir du soufre. Non, dit K. Il n'a pas l'air de faire un temps à ça. Et ils se séparèrent en riant. Et c'est la fin du chapitre 9, les amis. Nous passons donc à l'outro de ce live. Wow. Ok. Bon, déjà, désolé parce que j'ai pas mal baragouiné ce soir. Au final, ouais. Au final, si je me lève dans le cake, je suppose que je vais avoir du mal à la lecture. C'est un petit peu... c'est un petit peu le bilan de ma journée. Mais bon. J'espère que ça a été compréhensible et agréable quand même pour vous. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'encore une fois, il y a de la critique de tout le système administratif, etc. Mais c'est pas grossier. En fait, le truc, c'est que souvent, avec la critique de l'administration, du gouvernement, disons, des grandes instances, en général, c'est très frontal. Et en fait, c'est tellement frontal que ce qui est intéressant en argumentaire est minimisé et caché par le côté trop violent. Et là, je trouve ça très subtil, au contraire. Je trouve ça très subtil, très intéressant, parce que on comprend tout par la manière dont c'est foutu. Enfin, on comprend tout par la structure du texte, par la manière dont parlent les personnages, etc. Que ce soit Momus et la patronne, c'est marrant parce qu'il y a... Enfin, on sent ce double discours. On sent qu'ils sont hyper méprisants envers K et que ils ont... Enfin, comment dire, ils affectent d'avoir une sorte de nonchalance et de je m'en fous de ce que tu vas faire, etc., etc. Et en même temps, dès qu'il va pas dans leur sens et que c'est vraiment trop marqué, d'un seul coup, ils angoissent complètement. Enfin, je trouve que ça parle vachement de la manière dont
les gens manipulent les gens en fait, ou de la manière dont les discours sont formés, peut-être les administrations, je sais pas, sont structurées, etc. pour garder les gens sous leur joug entre guillemets quoi. Cette espèce de truc bah encore une fois de suppression de l'individualité, c'est-à-dire d'effacer les contours de l'individu et de dire non mais toi en tant que personne, je m'en bats les couilles, tu ne m'intéresses pas. Par contre, dès qu'il va être un souci pour le système ou dès qu'il va montrer un petit truc de rébellion, etc., qui va vraiment pas suivre la démarche à laquelle on s'attend qu'il suive sans broncher, bah, d'un seul coup il y a une sorte d'angoisse de merde. Ça se passe pas comme ça devrait se passer, on est en train de le perdre, ou enfin voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette urgence là. Et en même temps que cette critique du coup du système, etc., ou aussi bah il y a un peu la critique enfin j'ai l'impression de la représentativité et du trop d'intermédiaires. Ce délire de dire bah non, moi j'ai envie d'avoir affaire à Clam, j'ai pas envie de trouver une voix de parler à son secrétaire pour ensuite avoir une voix de parler à Clam. Enfin voilà, ce délire aussi, donc je pense vraiment aussi qu'il y a une critique de la représentativité et des trop nombreux intermédiaires. Mais enfin pas en dépit, mais en plus de ces critiques, voilà, de la structure, etc., bah il y a encore une fois des nuances qui vont dans l'autre sens, où sur certains arguments de Momus ou de la patronne, on peut se dire bah ils ont raison quelque part, ou encore une fois, par exemple à la fin là, le dernier paragraphe, ça fait plusieurs chapitres d'ailleurs que le dernier paragraphe est très significatif je trouve de la mentalité de K, etc. Bah on voit que K il est dans une sorte de il est dans sa liberté, il est dans sa rébellion et malin, et en même temps il est dans une sorte d'insécurité où du coup bah il parle avec l'aubergiste et il est en mode ah du coup c'était important, vous croyez que j'ai mal fait. Enfin voilà, il est un peu dans ce, en fait il est un peu à la marge, il est un peu à la marge de la société, et quand t'es à la marge de la société je pense que t'as un sentiment d'insécurité ultra fort où tu te dis putain comment je vais réussir à jongler entre ce que sont mes convictions, ma morale et la morale générale et comment ça se passe de manière générale, etc. Enfin ouais. Donc c'est vachement intéressant parce que ouais, ça montre beaucoup d'aspects de presque de psychologie en fait de ce que peut avoir un système structuré de cette manière, etc. Enfin ouais, je trouve ça très intéressant. Alors, j'ai hâte de me mettre à jour. Du très peu que j'ai compris et entendu, il est un peu comme Gérald. Comme Gérald. Là, il va falloir que tu me, il va falloir que tu m'explicites ton propos, Jumpy, parce que je ne vois pas de qui tu parles. De Gérald de Palmas. Rien, rien ne doit jamais te forcer à rester. Pardon. D'ailleurs, c'est Gérald ou Gérard? Non, c'est Gérald. Ouais, c'est Gérald. The Witcher. Ah, ok. Ah, ok. Putain, c'est marrant, je l'aurais pas du tout vu comme ça. Mais dans The Witcher, c'est pas Geralt plutôt que Gérald. Enfin, j'en sais rien. Après, j'ai jamais regardé The Witcher et j'ai pas joué. J'ai vu jouer, j'ai vu quelques vidéos, mais voilà. Et j'avoue que du coup, je connais pas bien l'univers. Mais c'est marrant, je l'aurais pas vu comme ça ce personnage, mais intéressant du coup. Ça me donne envie de m'y intéresser pour le coup. Moi qui n'ai jamais eu une grande curiosité pour cette œuvre. Enfin, voilà. Voilà. Je pense, chers amis, que vous voyez que je suis un peu à bout de mes capacités parce que vraiment j'ai eu quand même des bonnes grosses difficultés à lire là cette fin de live. Donc on va se dire au revoir là-dessus. On a déjà énormément parlé. En vrai ça m'a fait super plaisir d'avoir un dialogue comme ça avec vous. C'est très très cool. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci Jumpy, merci Neiris, merci Gabs, merci Zikael,
Merci, grand joueur au tout début du live aussi. Bref, vous êtes pas mal à être passé ce soir, ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, bah, voilà, on a bien partagé, on a bien dialogué. Franchement, ça me fait kiffer ce live. J'étais peut-être pas super chaud, super pleine forme, mais au final, ça a été un très bon live, ça me fait très plaisir. On a lu donc 3 chapitres ce soir. Voilà, c'est pas exclu selon la taille des chapitres que la prochaine fois on en lise 2, 3, 4. Ça dépendra à chaque fois de la taille des chapitres, hein, je pense. Ouais, là comme ça, j'ai l'impression que les chapitres à venir sont plutôt courts. Donc je pense qu'on en lira encore peut-être davantage la prochaine fois. Là, je fais plus court aussi parce qu'on a beaucoup parlé pendant la pause, donc voilà, ça allonge le live. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et puis bah, un bon week-end, hein, en fait, on démarre le week-end, donc bon week-end à tous. On se retrouvera d'ailleurs ce dimanche pour le dernier live de la semaine à 15h, avec un épisode de Et si on découvrait l'univers de League of Legends sur Jax. Et sinon, pour la suite de la lecture, comme d'habitude, mardi 21h. Mercredi, on se retrouve pour du Sea of Thieves et peut-être la fin d'Oxenfree. Pour la suite, bah, référez-vous au programme et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Facebook, le Twitter, etc. etc. Encore merci pour le follow Cobalt et encore merci pour le 5e mois consécutif d'abonnement Zikael. Ça me touche dans mon petit cœur. Bonne soirée à tous, des bisous, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.